Attends, faut que je réfléchisse. Et on a un pote, David, c'est un Gilou. Pas Gilles, Gilou. Tu Ok. vois, Gilou, intermittent du spectacle, ingé son. Donc on a un ingé son potentiel. Et, ça lui plaît, et c'est le principe aussi, ça lui plaît pas du tout. Bien sûr. Ouais. Il y a une nuque longue, j'imagine, du coup, forcément. Un mulet. Gilou, là, il s'est plaint quand même un petit peu de ses intérims pendant ces 2 mois de confinement. Là. Je Il était comprends. pas bien. Hein. Est-ce qu'il a un débardeur porte-bonheur? Ah, moi je le vois pas comme ça, Gilou. Ah, Non, ok, Gilou pour d'accord. le coup, c'est t-shirt uni gris, mais toujours le même, avec Ok. une petite trace de kebab, tu vois, de là à là. Ouais. Voilà, Ok. avec le Carhartt, mais les anciens un peu cargo. Ok. Pour moi, c'est ça, Gilou, Gilou l'ingé son, Ouais, tu vois. d'accord. Ouais. D'accord. Et il a toujours le casque ici, tu sais, mais avec le jack qui pend à rien. Toi, Moi. moi on m'a donné des blases de merde. Hein. On m'a donné Simon. Ah, ça te va bien? Ah ouais bon. Ouais. Non, mais c'était pas drôle si tu veux, c'était beau. Ouais, Ok. ça te va bien. Toi, bah le côté bling bling, ouais. Ah, Steve Oh, l'enculé. ou Steven. Ah. Ouais, petit côté Quinry quand même. Hein. Carrie Gitan. Ouais. Mais non, Quinry français qui veut être Quinry. Ouais. Ok. Tu vois Steven, c'est le carré de Beverly Hills. Ok. C'est sa Steven mère les a appelés Kimberly, et Kevin. toi aussi, hein, Steve. Ouais. Steve. Ouais. Ah, donc on a le même prénom tous les deux. Ok. On va arrêter cette émission. Alors. Pour le coup, Willy aussi, ça te va bien. Willy. Willy? On va lui dire. Un Willy. Ça te va mieux qu'à Willy. Faire un trade. Plusieurs fois, j'ai dit mon prénom comme ça, des trucs, et ils m'ont regardé genre, non, votre vrai prénom. Non, je m'appelle Jean-Marie. Le truc n'existe pas. Soit t'es entier, t'as 40 ans, ça marche. Soit c'est dans le fin fond de la Bretagne, quelque part, là, un petit vent de... C'est malheureux. C'est malheureux. En tout cas, voilà. Si vous avez des enfants, ne les appelez pas Jean-Marie, s'il vous plaît. On revient pas sur les bagues. Avant que ça démarre, on se refout pas de la gueule des gourous. Vous pouvez, hein? Ok. Moi j'ai... Attends, c'est dans quoi que j'ai... Ça m'interpelle, c'est dans quel... Seigneur des Anneaux. Dans la prépa mentale. Dans The Game. Le livre rappeur. sur la séduction. Ah oui, ok. Ouais. Ça me dit rien, ça. Si, moi ça me dit C'est quelque parce chose. que t'as pas eu de problème à gérer des meufs, c'est tout. Ah, Et c'est peut-être ça, ouais. alors c'est The Game et c'est un journaliste qui va entrer justement dans le monde des séducteurs. Ok. Tu sais, il veut C'est écrire pas un un article bouquin dessus. rouge. Moi je l'ai noir, enfin dans ma tête. Mais, Je parle pas du tout de la même chose. et en fait, il va entrer dans ce réseau-là des types qui sont séducteurs professionnels et qui font justement des séminaires pour permettre à, tu Ouais, vois, c'est, comment on dit, pitch. les pick-up Ouais. artistes. et Ok, justement, ça. il y en a un là-dedans, mince, comment il s'appelle? Et ça va me revenir, et c'est des vraies personnes. Hein, Barney Stinson. Et presque. Et le type a v'là les bagues, et le but c'est d'hypnotiser toujours la fille avec qui il parle, tout le temps. Toujours d'avoir un... Il faut que tu aies quelque chose qui attire. Du coup, il y a différentes techniques. Il y a, tu vois, le mal alpha, il y a celui qui rentre dans le bar et qui calcule personne. Il y a le magicien et il y a justement celui qui est un petit peu bizarre, chaman. On sait pas trop pourquoi il a des bagues. Et il faut un truc qui... faut qu'il y ait une attraction visuelle tout de suite quand tu rentres. J'imaginais des archétypes un peu chelous. T'as le mec crade qui pue. non. Non, mais c'est un vrai bouquin et le mec a fini par quitter son job de journaliste Ouais, pour faire ça. Ouais, pour faire séducteur ça. professionnel. En même temps, c'est un truc, il y aura toujours du boulot. Parce que aussi longtemps qu'il y aura des humains, il y aura toujours des mecs qui chercheront à serrer des meufs. Mais Donc c'est pour ça le qu'il y a- taf disparaîtra pas. C'est pour ça qu'il y a Bien sûr. les influenceurs, ça marche tellement, je pense. Parce que dans la vision des types qui les regardent ou qui ont une vie de merde, ils doivent se dire, lui, il doit vraiment voir ce qu'il veut. Tu vois, regarde les rappeurs aujourd'hui. Si tu vois l'autre là qui vient de sortir de prison, je sais pas, il a fait Ah, Tekashi 69. Ouais. Ouais. Alors il fait une vidéo chez lui, il y a déjà 3 gonzesses qui sont à moitié à Walp. Je pense que le message qu'il envoie à des jeunes qui galèrent, c'est ouais, moi j'ai ce que je veux parce que j'ai de l'argent ou parce que j'ai réussi ou parce que... Donc je peux avoir qui je veux en fait. C'est de la propriété presque. Je pense que c'est le message qu'ils envoient. Ça marchera toujours. Il y a encore un mec qui fait ça, hein, c'est Franck Nicolas. Non, pas Franck Nicolas. Ribéry. Franck Ribéry, merci. Non, putain, c'est Nicolas. Franck Nicolas, c'est Non, autre non. chose. Franck Nicolas, c'est du développement personnel. Oui. Mais l'autre aussi, c'est une sorte de développement personnel. Franck Ribéry, ouais. Pas Franck Ribéry, Nicolas. Ah, je vais retrouver tout à l'heure. Je vais regarder sur YouTube. Mais il y a encore des mecs qui font des... C'est génial, on a C'est réussi à bien. se faire 4,5 en 10 secondes. On n'a pas commencé. Justement, on est où? Ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Bienvenue les gars déjà.
Qui c'est ce Bah, gourou oui. avec les bagues? Qui sait se Putain, bourrer avec les arrêtez, bagues? s'il vous plaît. Sortez-moi de là déjà. Non, on va peut-être recontextualiser un petit peu Yes. ce qu'on fait là. Donc aujourd'hui, bienvenue les gars, bienvenue à vous. Salut. On est hyper content de l'être là. On est avec Damien, de son vrai prénom, c'est donc pas Stevie. Damien qui, alors je vais la faire un peu à ma sauce, peut-être tu me Vas-y, corrigeras. Damien qui est coach sportif initialement et coach mental, Mhm. qui est lui-même ancien sportif de haut niveau, même si c'est un terme un peu galvaudé aujourd'hui, mais en tout cas a été semi-pro en BMX et en natation. Mhm. Donc un vélo ne flotte pas a priori, donc il y a quand même deux trucs assez intéressants. Et de par fort de cette expérience et après tes ambitions, voilà, tu te reconvertis actuellement beaucoup plus vers le développement personnel, la prépa mentale. Donc tu bosses avec des gens qui ont des objectifs de tous les jours, entre guillemets, et aussi des sportifs qui ont des échéances et des objectifs compétitifs. Mhm. Ok, C'est ça. j'ai fait, Exactement. ça va? C'est hyper bien résumé. Ok, cool, super. Et voilà, bah, merci les gars. Prochaine... JM, tu veux rajouter un petit truc? Bah ouais, merci à tous pour nous avoir suivis. Non. Mais non, je voudrais savoir justement comment on en arrive à passer de coach sportif, qui est vraiment le meilleur métier du monde, également selon Instagram, Oui, bien à coach de vie. Parce que c'est ça hein, le métier que tu fais sûr. aujourd'hui. Exactement. Je pense que sur Instagram, c'est le meilleur métier du monde maintenant, coach de vie. Plus que coach Ah, sportif. c'est possible. Tu crois que c'est passé au-dessus? Ouais. In my garage, boum. Et t'as le mec qui sort sa Lamborghini. Là. Vous avez pas cette pub là? Non. Tous les non. coachs de vie. Tai Ni, Lopez. ni nous, ni personne Ok. de l'audience. Tai Lopez, c'est quelqu'un qui lit presque un bouquin par jour. Ok. Qui avait fait sa Ah, bah, réputation. écoute, avec, vachement vite, hein. avec Audible, je peux le faire aussi. Hein. 10 minutes. Ouais, ouais. Ou alors avec les oui, là, les petits trucs. Mais sinon... Ou alors t'as celui qui fait sa pub. Vous voulez savoir comment je suis passé de galérer dans ma vie et les APL avec à prendre mon truc à Barcelone et là tu vois il a une bête de vue et tout. Et après tu regardes le début de sa conférence, il est sur un vieux tableau comme ça en papier l'enfoiré. Tu le vois même pas, mais gros t'aurais pu au moins acheter un meilleur réalisateur, payer un meilleur réalisateur. Alors pourquoi tu fais Je suis corréler parti ça au au dev perso par contre ça me... Bah, parce que justement il disait que c'était un truc qui marchait bien sur Instagram, donc c'est un petit peu Ok. les pubs qu'on en a. Alors est-ce que tu peux remettre l'église au centre du village? Remettons l'église au centre du village. Écoute, je pense que c'était une continuité un peu logique. C'est-à-dire que j'ai passé toute ma carrière, en tout cas, je n'ai fait que ce métier-là. J'ai pas eu de métier avant. J'ai commencé coach sportif tout de suite. Et du coup, mon objectif déjà, c'était d'aider les gens à atteindre des objectifs qui étaient les leurs, que ce soit du sportif de haut niveau, à aller attraper une finale ou un titre au championnat du monde de BMX, pour ne parler que de ça, ou pour monsieur tout le monde qui a juste envie d'avoir un joli corps pour l'été, de se sentir bien dans sa vie de tous les jours, un chef d'entreprise ou autre d'ailleurs, peu importe. Et en fait, ce qui s'est passé, je pense que c'est vraiment lié à ma vie à moi, c'est-à-dire que j'ai, en tant que sportif, découvert le développement personnel, j'ai découvert la puissance du mental, et à force de conseils distillés comme ça, hein, au fur et à mesure, à la fin des séances de coaching sportif, à mes coachés justement, je me suis aperçu de l'impact hyper positif que ça avait sur eux, et je me suis dit putain mais pourquoi pas aller un peu plus loin quoi, et en faire quelque chose d'autre, de plus grand je dirais, avec en tout cas plus d'acquisition théorique, plus d'outils, plus de choses qui puissent me permettre de vraiment surfer sur cette appétence que je pense j'avais un peu pour la pédagogie déjà avant, mais le transformer en un business, parce que c'est quand même vraiment intéressant d'en parler comme ça, mais aussi et surtout comme d'un art de vivre quoi. Donc Ok. voilà, coaching mental, je pense que c'est ce que je vais écrire derrière mon prénom et mon nom de famille quoi. C'est un truc genre c'est mon ADN quoi. Ok, Je sais que je suis fait pour ça. d'accord. Ah ouais, D'accord. voilà. Est-ce que tu as eu un moment déclic, ou plutôt, c'est comme ça que je vais poser la question, est-ce que dans ta carrière de sportif, tu as eu un moment, un obstacle particulier où tu t'es rendu compte pardon, de la puissance du mental et de l'importance de la place qu'il faut donner au mental dans une prépa d'un sportif, ou est-ce que c'est venu un peu plus nuancé au fur et à mesure? Est-ce que tu as eu un événement marquant où tu te dis, oula, là il faut que je m'en serve, ou alors là ça m'a servi, ou voilà. En Turning fait, ouais, j'ai eu un événement marquant qui a été la rencontre justement d'un grand, enfin ce que j'ai appelé mon mentor pardon, pendant des années, qui est un mec qui était, on sait pas trop d'ailleurs, et je sais toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs j'ai plus aucune nouvelle, il a coupé tous les contacts avec la Terre entière très rapidement, c'est très bizarre, mais il était psychologue à l'époque, il était magnétiseur, et il avait déjà une sorte de casquette un peu de coach comme ça, donc il avait une sorte d'attrait au développement personnel, il était incroyable.
Et en fait, je pense que c'est le déclic avec ce mec-là qui m'a violenté, parce qu'un jour, je l'ai rencontré par une super opportunité sportive. Et en fait, il me dit, voilà, moi, mon travail, c'est de faire du coaching mental. Et donc, moi, je le vois, je me retrouve face à lui et je me dis, mais qu'est-ce que tu vas m'apporter, quoi. Enfin, moi, j'ai besoin de mes guibolles pour appuyer fort sur les pédales. J'ai besoin de débrancher le cerveau et le côté crainte et peur pour m'envoyer sur un saut de 12 mètres. Mais le mental, je vois pas trop ce que ça peut venir faire là-dedans. Donc, il m'a posé la question en me disant qu'est-ce que tu penses que je peux t'apporter? Et je lui dis, bah moi j'ai l'impression vraiment que tu vas faire ça, que tu vas sortir une boule de cristal, que tu vas faire Madame Irma et que tu vas me raconter des salades. Et qu'à la fin, je vais passer à la caisse et que je vais ressortir avec pas plus que quand je suis rentré, quoi. Et en fait, il me dit, ok, ça marche. Bah, écoute, je te remercie de m'avoir dit les choses comme ça, mais écoute, j'espère en tout cas qu'après cette première séance, je vais pouvoir te faire changer d'avis. Et là, c'est la première phrase qui m'a annoncé, et je m'arrêterai sur cette explication, parce que après l'histoire est très longue et passionnante pour moi, mais peut-être pas pour les gens qui nous écoutent, mais l'introduction est géniale. Il me dit, je t'explique, à aucun moment du process qui va nous lier l'un avec l'autre, si on décide de dealer quoi que ce soit l'un avec l'autre, à aucun moment je n'essaierai de faire de toi un meilleur pilote de BMX. Je vais faire de toi un meilleur être humain. Et en étant un meilleur être humain, tu vas devenir un meilleur pilote. Et en fait, cette phrase, elle m'a violenté. Sur le coup, elle est passée un peu à travers. Et je suis revenu dessus quelques jours après en disant, ouais, putain, est-ce qu'il a pas dit un peu des trucs impactants, intéressants, ouais. Et du coup, c'est le déclic, c'est l'élément déclencheur qui m'a fait après prendre conscience de l'importance du mental. Et notamment dans un sport aussi, comme on peut le retrouver beaucoup nous dans le crossfit ou dans n'importe quel autre sport, surtout individuel, je dirais, notamment, enfin, c'était mon approche. Parce que quand tu es dans l'adversité tout seul, tu peux pas t'appuyer sur des partenaires. Tu vois, il n'y a pas d'équipe avec laquelle tu dis, bon les gars, vas-y, là on se serre les coudes, on est solide, on fait bloc ensemble, tu vois, machin. Là, c'est moi tout seul sur mon vélo, sur la butte des championnats du monde. Et en fait, si je me foire d'une milliseconde au départ, ou si je fais une erreur technique sur une seule bosse, ma course, elle est terminée. Et je peux en vouloir à personne d'autre et je peux m'asseoir sur rien d'autre, quoi. Donc... à force de me rendre compte de la difficulté que c'était d'être constant en termes de motivation et en termes de performance sur mon petit vélo tous les jours, je me suis dit, putain, ouais, si j'arrive à modeler un peu là-haut, si j'arrive à rendre cette partie de mon corps un peu moins tributaire de mes émotions, en tout cas sensible à mes émotions négatives notamment, peut-être que je peux réussir à faire des trucs. Et j'ai passé les meilleures années de ma vie après l'avoir rencontré, ce mec-là. C'était incroyable. Ouais. Et ok, donc c'est quoi les premiers trucs sur lesquels il a bossé, ce mec-là, avec toi, ou sur lesquels tu as travaillé? Déjà, c'est sur une prise de conscience un peu globale de qui tu es. De qui tu es, parce que l'être et de faire un point à l'instant T, d'ailleurs c'est ce que j'utilise beaucoup aujourd'hui en coaching avec mes coachés, c'est de comprendre que pour quelque évolution que ce soit, il faut avoir un point de départ. Et ce point de départ, du coup, il est très intéressant à définir précisément, sans langue de bois. C'est être capable de dire, là, concrètement, je suis dans telle circonstance, dans telle situation, et ça me met en difficulté. C'est des choses qu'il faut accepter vraiment. Comme en prépa physique, en fait. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et plus bas? Non, juste vert. Vert, comme ça marche, oui. Merci. Je reste penché comme ça. Du coup... Ok, parfait. Du coup, je sais plus ce que je disais, merde. Pardon, j'ai perdu mon départ. Non, c'est rien, t'inquiète. Il faut avoir un point de départ. Yes, le point de départ, c'est archi important. Et en fait, on ne peut rien créer, on ne peut rien décider de modifier dans son quotidien, en termes de développement personnel, en termes de réflexion sur soi, si on ne prend pas une sorte de point de base, point de départ défini. Et c'est ça qui m'a le plus bouleversé au début, parce que c'était difficile de te dire ok, bah là je suis un étudiant de 20 piges, 22 piges, complètement perdu dans ma quête d'un avenir professionnel quel qu'il soit. J'avais une sorte de petite lueur d'espoir un peu camouflée de devenir un jour pro dans le BMX et d'en gagner ma vie, tout en sachant que c'était pas facile. Et c'était quasiment impossible en plus à l'époque, enfin t'en vivais pas en tout cas. Il y a des gens qui gagnent leur vie avec le BMX en pro aujourd'hui. Ouais, bien sûr. De plus en plus en France, aux États-Unis ça fait très longtemps, hein, ils ont évidemment pas mal d'avance sur nous encore à ce niveau-là, c'est-à-dire que les contrats pro se signent, des contrats
avec des marques se signent alors que tu es encore amateur. Alors que ici, même quand tu es un sportif de haut niveau, que tu as déjà fait les jeux tu as du mal à trouver un sponsor qui te paye tes déplacements, quoi. Enfin, on en est à ce stade-là. Alors ça a beaucoup évolué ces dernières années, hein. Je suis plus suffisamment proche de tous mes compères là, qui sont pros dans le milieu, mais ils ont un train de vie qui est qui est complètement tenable. Encore une fois, c'est très ponctuel, mais comme beaucoup de sports finalement. Je parle du BMX, mais je me souviens d'un de ces reportages d'athlètes là où on voyait un mec qui avait fait le final au jeu, qui courait avec des chaussures Adidas trouées parce qu'il n'avait pas de thunes pour s'en racheter. Enfin, c'est un peu la même dynamique finalement. Donc, bref, mais c'était le point de départ en tout cas mental, c'était de prendre conscience de moi. C'était difficile et violent parce que il faut accepter d'avoir des lacunes. Et quand tu es sportif et compétiteur et que tu aimes performer et que tu es un peu perfectionniste en plus, ça fait chier. Mais c'est nécessaire. Donc voilà, c'était vraiment le point d'orgue de tout ça, quoi. Et donc, après cette rencontre-là, ça te reste en tête. Tu décides ensuite de suivre une formation pour devenir coach en développement personnel. Qu'est-ce que ça a été tes premières actions quand tu as été diplômé? Qui est-ce que tu as voulu aider? Est-ce qu'il y avait un public précis que tu voulais aller chercher ou tu voulais coacher monsieur et madame tout le monde? C'est une bonne question parce que c'est vrai que j'avais pas tellement de vision claire de tout ça. En fait, quand j'ai rencontré ce mec-là, que j'ai continué à faire du BMX, j'étais coach sportif à l'époque déjà et je suis resté coach sportif toutes ces années. J'ai décidé après toutes ces années de coaching sportif, quasiment 10 ans, tu vois, ça fait 10 ans cette année, que de passer à l'étape d'après. Et quand j'ai eu ce diplôme de coach en développement personnel, finalement c'était juste un tampon en bas d'une page. Parce qu'en fait je suis persuadé et je l'ai senti, je l'ai vécu depuis tout petit, d'avoir déjà cette fibre, tu sais, d'écoute, du fait de m'intéresser beaucoup aux gens qui m'entouraient. J'ai toujours été le bon pote à qui on aime se confier, tu vois, etc. Donc c'était un peu naturel. Et quand j'ai eu ce tampon en bas de la page, que j'ai été officiellement coach, j'ai eu envie d'aider n'importe qui en fait. Tu vois, il y avait ce truc de ok, c'est bon, enfin ouais, là, et puis là je peux le faire officiellement, quoi. Il y avait ce truc de c'est bon, j'arrête d'être un hors-la-loi et d'aller chez mes potes et de les aider entre guillemets comme je pouvais. Là je peux vraiment faire des trucs dans les clous, faire une facture et commencer à faire du bien aux gens. Et d'en vivre. Et d'en vivre, ouais. Bien sûr, ouais, carrément. Carrément. Et du coup, qui a été mon premier client? C'est une bonne question. Je me demande si ça n'a pas été Je crois que j'ai tout de suite commencé avec un chef d'entreprise. C'était mon premier client. Un chef d'entreprise, un mec que j'avais déjà croisé, avec qui on s'est très bien entendu, et qui a entendu justement mon discours et cette dimension de l'aide et du fait d'être épaulé par quelqu'un. Parce que c'est aussi difficile, ça. C'est un aveu, pour beaucoup, c'est un aveu de faiblesse, tu vois. Accepter de demander de l'aide, c'est pas évident quand on est, qui plus est, sportif, aguerri, que ça fait des années qu'on fait ça, que ce soit dans le sport d'ailleurs ou dans l'entrepreneuriat comme c'était son cas. Difficile d'arriver à un stade où tu te dis ouais, là je plafonne un peu, ou là j'ai pas la solution, ou j'arrive pas à la trouver malgré y avoir longtemps réfléchi pour passer à l'étape d'après. Peut-être que j'ai besoin de quelqu'un. Et ça a été son cas, et je l'ai admiré pour ça, parce que quand il m'a fait son topo de départ, il m'a dit moi j'ai pas de problème dans la vie. Et je me suis dit merde, putain, alors moi j'ai écrit coach, genre il y a écrit genre aider en dessous, enfin tu vois, pour quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui a des problèmes, tu vois. En réalité, il me dit non, je veux juste optimiser. Est-ce que tu peux m'aider à optimiser? Et en fait, ça a été mon premier challenge et ça s'est archi bien passé, quoi. Ah ouais. Et cette personne-là, t'as été tenté de lui trouver des problèmes ou t'as juste fait de lui une version 2.0? Comment ça... En fait, c'est presque imbriqué l'un dans l'autre. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient te voir en disant j'ai envie d'optimiser ma vie, c'est qu'il n'a pas conscience des problématiques qui le freinent à l'heure actuelle. Mais ils sont déjà là, les problèmes. Donc j'ai pas eu à les créer ni à aller les fouiller. En le faisant parler et en lui demandant de m'expliquer ce qu'il attendait vraiment de la vie, de ses ambitions pro, etc., il a énoncé des choses qui pouvaient avoir un impact négatif sur son évolution. Des freins, des petits trucs qui te ralentissent, tu vois, au quotidien. Donc en fait, c'est le principe du coaching. Quand tu te retrouves face à quelqu'un qui te dit j'ai un problème dans ma relation amoureuse, l'erreur tout de suite à ne pas faire pour un coach, c'est d'aller tout de suite dans cette dynamique de relation amoureuse.
c'est le premier bout, c'est selon moi, la première coquille, quoi. Parce que quand on te dit ça, il y a peut-être d'autres choses qui se trament et qui ont généré ces problèmes de relations amoureuses, tu vois. Donc peut-être que ça, c'est ce qui le fait souffrir à l'instant T, mais c'est peut-être pas le problème qui a généré ce mal-être, tu vois, marrant, initial. Pour faire beaucoup de parallèles avec la prépa physique, c'est un mec qui dit j'ai mal à l'épaule. Un gros souci, c'est tout le temps garder l'épaule et de pas comprendre ce qui se passe au-dessus, en dessous. Exactement, c'est exactement la même chose. Probablement d'ailleurs. C'est là où le problème termine, c'est rarement là où le problème commence en fait. Très juste, ouais. Ah ouais. Du coup, tu coaches des sportifs ? Moins maintenant, beaucoup moins. J'ai décidé, en fait, quand j'ai arrêté le sport et la préparation physique, d'ailleurs, de mes athlètes, j'ai levé vraiment le pied par rapport au milieu du sport parce que j'ai quelque chose de... Je passais un temps fou dans cette dynamique-là et je me suis aperçu avec le temps que ça ne m'apportait pas assez, même pas financièrement. Hein. C'était vraiment en termes de recherche, en termes de réflexion sur les problèmes des sportifs. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a... J'ai interrompu ma carrière de sportif et ma carrière de préparateur physique en même temps que ce biais de préparateur mental pour le sportif de haut niveau. J'en ai gardé quelques-uns, j'en ai encore un, j'en ai eu un jusqu'il y a encore récemment, qui était un pilote de karting pro et qui lui en fait avait une dynamique qui était qui était très semblable finalement à celle d'autres sportifs de haut niveau, à savoir comment je peux optimiser, comment je peux rouler plus vite sur mon kart en changeant ce qu'il y a là-haut. Et en fait, ça semble encore un peu utopique parce que tu dis, bah ouais, mais en fait, faut pas changer forcément ce qu'il y a là-haut. Il faut juste appuyer un peu plus longtemps sur l'accélérateur et appuyer un peu plus fort sur le frein. C'est tout ce qu'il faut faire. Ou peut-être prendre de meilleures trajectoires. Enfin, c'est l'approche qu'on en a un peu basique. Ouais. Mais en réalité, ouais, c'est ce qui s'est passé avec lui. Ça s'est d'ailleurs très bien passé parce que en créant des automatismes, en créant des routines d'entraînement, en créant des routines de réflexion et de mise en mindset avant les courses, on a réussi à limiter énormément les freins liés à des contre-perfs, quoi. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces routines qui permettent de limiter ces freins ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as des exemples concrets en sport, par exemple ? Bien sûr. Bah, pour se reprendre cet exemple de l'athlète en karting, il avait une particularité, c'est qu'il se sentait très très à l'aise sur terrain humide ou mouillé. C'est-à-dire qu'il faisait une énorme différence par rapport à ses adversaires de même niveau dans la saison régulière sur terrain humide. Et du coup, quand je lui posais la question, il m'explique, en fait, je sais pas, je me sens particulièrement à l'aise. J'ai l'impression que les gens sont frileux alors que moi, je le suis pas. Il y a un travail de glisse qui est vraiment différent par rapport à un tarmac sec. Et du coup, là où les gens sont un peu en dedans, moi, je m'éclate et je fais vraiment la diff. Et du coup, je lui ai demandé de m'écrire, de m'expliquer quel était son mindset, à quoi il pensait justement avant une course quand il savait que ça allait se passer sur milieu humide, tu vois. Et en fait, il m'a fait une liste assez détaillée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, je me sens comme si, je me sens confiant. Je sais que ces trajectoires-là, et dans le virage 4, je vais prendre large, là où tout le monde prend serré, parce que c'est une épingle et qu'il ne faut pas rentrer trop vite dedans, mais moi, je vais l'attraper en glisse et au deuxième plot, je vais réaccélérer, etc. Je lui ai demandé de me faire une liste très détaillée, piste par piste, et surtout sur temps mouillé et sur temps sec. Avec des listes de choses qu'il mettait en énergie et une liste de choses qu'il mettait en frein, qui le ralentissait, qui avait tendance à lui faire peur peut-être. Et bizarrement, du coup, on s'est très vite aperçu d'ailleurs que la liste des freins qui étaient présents sur les pistes sèches était beaucoup plus important que les freins qui m'écrivaient sur piste humide. Et du coup de ça, on a pris les peurs les unes après les autres et puis on les a démontées, on les a démantelées les unes après les autres en les transformant en quelque chose sur lequel ils pouvaient avoir un impact positif. Et en fait, en créant une sorte de routine, ça s'est transformé en petit texte, cette histoire, qu'il lisait plusieurs fois avant chaque début de course, en paddock, au moment où ses mécanos sont sur le kart, où lui il est derrière, il a son casque sur le côté, boum, il bombarde son truc. Il visualise sa piste, il y a un gros travail de visualisation aussi, j'aime beaucoup travailler avec cet outil-là, surtout pour les athlètes. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de régularité dans ses tours, beaucoup moins de contre-performance, etc. Donc, c'est des petites choses comme ça, c'est des petits outils comme ça, c'est des tips. Je crée aussi, et je pense que c'est le cas de beaucoup de coachs, un lien très fort avec les coachés que j'ai, que ce soit des sportifs ou monsieur tout-le-monde, c'est que à l'inverse de quelqu'un qui travaillerait dans le BTP
où on dit en fait, c'est simple, là je fais un trou, je commande du béton, je mets un poteau, le béton il sèche, le poteau il tient. Point. Et je peux te dire à quel moment ça commence et à quel moment ça finit, c'est facile. Cet homme a décidément tellement de casquettes. Non mais... Après, la Bon, tu prends ton menuiserie, IPN. Bon, bah. c'est simple. C'est ça. Non mais tu vois, là où moi, et beaucoup du coup tous les coachs, tous les préparateurs mentaux, quand on travaille avec les émotions, parce que c'est quand même de ça qu'on parle, et avec le mental, il n'y a rien de plus mobile et de plus malléable que cette partie-là de notre corps. Et en fait, comme ça change beaucoup, je me rends très, très présent. Et du coup, lui m'appelait aussi beaucoup, ce pilote de karting-là, lui m'appelait beaucoup pour me dire ok, là je suis en down, je suis à 3 jours de ce machin-là, je suis en train de me mettre une pression sur des sponsors qui ne m'ont pas encore payé, machin, donc je me mets un peu en pression tout seul, du coup je sors un peu de ma course, etc. Donc j'ai aussi ce rôle de catalyseur, j'allais dire, pour lui dire ok, comment tu peux délester ce problème, comment tu peux faire en sorte que quelqu'un s'occupe de ça à ta place, ou si tu ne peux pas le faire, comment tu peux le faire à moindre coût énergétique, et comment on peut se refocus sur ces choses-là. Donc c'est une sorte de package un peu global, quoi, Ok. dans le suivi. Voilà, pour le Ok. parti sportif. Moi, j'avais une question pour le coup pour tous les deux. Parce que JM, tu as fait du rugby à très bon niveau, toi c'est le BMX, donc c'est deux sports apparemment très différents. Mais j'aimerais qu'on parle un tout petit peu des routines d'avant-match. Et est-ce que déjà, vous, personnellement, vous aviez des trucs? Est-ce que vous en premier? Si tu veux. Non, mais est-ce que, voilà, sérieusement, est-ce que vous aviez des routines d'avant-match, quelque chose qui vous mettait dedans ou même là, en y repensant, on dirait, putain, c'est vrai que je faisais souvent ça, etc. Peut-être pas, peut-être que encore une fois, c'est moins présent aussi dans des sports co comme le rugby que dans des sports individuels comme toi. Mais est-ce qu'il y avait des trucs qui, je sais pas, individuellement qui vous Moi j'avais des boostaient? trucs, ouais. Moi j'avais des trucs. Je me levais le matin quand on était en compétition. On était tout le temps à l'hôtel, hein, du coup, aux quatre coins de l'Europe. Et en fait, j'avais tout le temps la même routine matinale. C'était après mon petit déj, je rentrais, je recheckais mon sac. Comme tu restes 2 à 3 nuits dans l'hôtel, tu prends pas toutes tes affaires avec toi sur la course évidemment. Donc tu gardes que l'essentiel, les trucs dont tu vas avoir besoin sur le moment. Et j'avais cette habitude de tout ressortir de mon sac, de tout rentrer pour m'assurer que j'avais rien oublié. Tu vois, c'est déjà un truc un peu débile, mais c'était routinier. Si je faisais pas ça, il y avait quelque chose qui Qui n'était pas fini. qui m'oppressait un peu. Et puis quand j'arrivais sur la course, on avait toujours la même routine. Alors on a eu quelqu'un qui s'occupait de nous pour aller chercher nos dossards. Tu sais, tu prends ton dossard, en gros, tu as une liste d'inscription. Donc j'avais des amis parfois qui s'occupaient de ça. Parfois c'était à mon tour, mais quand c'était à moi de le faire, d'un seul coup c'était oppressant parce que ça rajoutait quelque chose dans cette routine qui était un peu pas prévu, quoi. Donc tu vas chercher ton truc et tout. Et après il y avait vraiment quelque chose de par contre très obligatoire, c'était que j'allais voir la piste en numéro 1, que je regardais des passages, même des petites catégories, pour voir j'allais dire la piste en elle-même, en fait, la façon dont elle était faite, les bosses, est-ce qu'il n'y en avait pas une qui était un peu raide, là où moi je l'avais pas vu, visuellement c'était pas très très marqué sur la piste. Là où quand tu vois un petit monter dessus et que tac, il prend un coup du lapin, tu sais que le décollage il va être un peu sec. Et que du coup, il va falloir être un petit peu, va falloir faire une petite mise en garde. Ça, c'était très important, ce repérage, parce que ça me permettait après de faire ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une visualisation. Donc, je me foutais dans ma tente, et là, je fermais les yeux, et je m'imaginais déjà sur mon vélo en train de faire exactement tous les gestes répétés des milliards de fois à l'entraînement, où tu sais que là, tu vas à peu près passer comme ça, t'en discutes avec tes potes, et toi, tu penses faire quoi sur ça, sur ci. Ça faisait vraiment partie de la routine. Et après, il y avait une énorme routine d'échauffement, qui était très longue pour moi parce que je détestais arriver froid sur un vélo. À chaque fois que ça m'était arrivé d'arriver un peu de juste sur une course ou de presque manquer mon départ. T'as contre-performé. Ouais, tu te retrouves en panique, t'as pas eu le temps de bien visualiser, du coup t'es un peu en tension, du coup t'es pas à l'aise, etc. Donc j'avais vraiment ce truc de refocus longtemps, d'échauffement long, des montées de genoux, des trucs, des accélérations sur le vélo, des petites pompes, des petits abdos, des trucs pour me réveiller, un peu de cardio, etc. Et je crois que c'est à peu près tout. Et après, s'il y avait toujours ces routines, par contre, dans ce qu'on appelle les pré-grilles, c'est-à-dire qu'avant de monter sur la bulle de départ, il y a tout un tas de sas, parce qu'on est très nombreux, hein, par course, on est entre 600-800, on est très très nombreux. Et en fait, quand tu te retrouves dans un sas, on est tous collés les uns aux autres, complètement cloîtrés, tu ne peux plus sortir en fait. Et là, il y a un truc de faire tourner ses jambes, se refocus. Je me concentrais beaucoup sur mon souffle, sur ma respiration, sur la visualisation de ma piste et surtout sur une intention.
et on en parlera peut-être après, mais c'est hyper important pour moi, l'intention dans les sports, quels qu'ils soient, quand on veut apprendre quelque chose ou dépasser quelque chose qui nous gêne, c'est de se focaliser sur une seule chose. Et donc c'est ce que je faisais, je me disais ok, je sais qu'en bout de piste là-bas, en bout de première ligne droite, il y a une bosse qui est très compliquée. Je sais que si je la passe comme ça peut être tendu. Du coup, je vais la faire comme ça. Et en fait, tu te focalises que sur je vais la faire comme ça, je vais la faire comme ça, je vais la faire comme ça, je vais la faire comme ça. Et quand tu es sur ta grille de départ, tu ne penses à rien d'autre que je vais la faire comme ça. Et ça se passe plutôt bien du coup. Ok, vas-y. JM raconte un peu, mais j'aurais Ouais. une autre question par rapport à ça. Alors, moi, j'étais buteur au rugby. Et du coup, j'étais fan d'un mec qui avait des tocs. Donc, forcément, j'ai acquis des tocs très rapidement. Moi, j'étais fan de Johnny Wilkinson. Et quand j'ai lu la biographie de Johnny Wilkinson, j'ai lu ma biographie à moins petite échelle. Parce que la biographie de Johnny Wilkinson, c'est un mec qui va s'entraîner, qui n'a pas confiance en lui depuis tout petit, même au rugby. C'est-à-dire que tu peux réussir des trucs, et dans les catégories jeunes, dans ton petit village, t'es bon, départemental, t'es bon, régional, t'es bon, mais il a toujours l'impression que le monde tourne autour de ce qu'il va louper. Et à un moment donné, il explique qu'il loupe un truc dans un petit tournoi de gamins, et il pleure en rentrant à la maison, et il dit à sa mère que tous les parents qui étaient présents ce jour-là doivent lui en vouloir d'avoir loupé l'action. T'imagines, et le gamin, il le vit mal pendant 2-3 jours. Et moi, par exemple, j'ai eu ce rapport au rugby, où un jour, un de mes coachs, c'était au Racing Club de France, donc au Racing 92, il était venu me voir, et il m'avait engueulé. Il m'avait dit... ouais, parce que tu sais, j'étais surclassé en espoir et en Réchelle, il y avait un autre entraîneur. Et il disait, ouais, quand je te remets en Réchelle, donc les moins de 21 ans, il me dit, chaque fin de match, l'autre il vient me voir, je devrais appeler l'entraîneur de l'équipe de France jeune. Et quand tu montes avec les espoirs, t'es pourri. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je sais pas. En fait, je savais très bien ce qui se passait, c'est qu'il y avait un entraîneur qui, je savais, avait confiance en moi. Donc je sais pas pourquoi j'allais réussir devant lui. Et il y avait l'autre où j'étais pas serein du tout et donc j'avais peur de me foirer devant lui. Et ça a été des trucs ambivalents, des pensées comme ça qui se sont un peu battues dans ma carrière. Et j'ai compris un truc à la fin de ma carrière que j'aurais voulu comprendre plus tôt, c'était que tout ce que je faisais physiquement ou comme entraînement en plus, notamment sur le jeu au pied, j'étais un peu psychorigide, c'est-à-dire qu'il fallait que je bute beaucoup, mais souvent je arrêtais une session quand j'avais mal aux adducteurs. Ça veut dire que je pouvais plus aller plus loin. C'est bon. J'avais dépassé 1h30 de tir au but, c'était complètement contre-productif, mais j'allais le faire. Et c'est marrant parce qu'en lisant Johnny Wilkinson, je m'aperçois qu'il avait un peu les mêmes tocs. Et ça a été le déclic de me dire toute cette protection que tu voulais avoir physiquement, le fait de vouloir être plus gaillard, le fait de t'entraîner plus que les autres, etc. Toute cette volonté de dire c'est parce que j'ai fait plus que je mérite plus, etc. Ben, en fait, c'était juste un problème de confiance en soi. Et un autre entraîneur un jour m'avait dit t'es un joueur d'entraînement. C'est-à-dire qu'on te voit dans une équipe à l'entraînement, t'es le meilleur joueur, mais sur le terrain, t'es pas capable de montrer ce que tu sais faire. Et j'en avais beaucoup voulu pour ça, parce que ça m'avait vraiment piqué. Mais c'est vrai en fait, il y avait des matchs où si le début de match se passait bien, j'allais faire la meilleure journée et tu pouvais me voir de l'extérieur, tu pouvais dire waouh, ce mec-là il est vraiment fort. Et puis une semaine plus tard, tu pouvais retourner me voir à un match et te dire ce gars-là, je ne l'ai pas vu de la journée, il est pas très bon. Et j'avais ce problème de rapport. De constance. Ouais. Et quand tu regardes mes routines, je vais te dire comment ça se passe le matin. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront. Franchement, je devais aller aux toilettes 2 fois, tellement j'avais mal au bide. Genre, il m'est arrivé de commencer des matchs avec le ballon qui tremblait dans les mains, le peur de se foirer. Et ça, c'était mes routines. Je me souviens que j'allais aux toilettes 2 fois et que j'essayais de me rassurer sur des trucs. Et j'avais pas envie que ça devienne des tocs, donc j'ai évité de les refaire la semaine d'après. Mais moi, je peux voir à quel point le stress, ça peut te bloquer et ça peut même niquer une carrière. Je l'ai dit dans une interview il y a pas longtemps avec Seb, que tu as fait aussi, Seb Zimmer. Et moi, je me suis revu jouer. Je suis revu jouer des matchs de rugby là en vidéo. Et il y a des matchs, quand j'ai le souvenir d'un très bon match, la gestuelle n'est pas pareille. Les tirs au but sont pas pareils. Je suis délié, je suis facile, je peux prendre l'information. Et il y en a une autre, spécialement une autre, où je suis pas à un endroit où je voudrais être dans le jeu, je suis pas à ma place, ça doit être sûrement un retour de blessure, on m'a mis ailleurs. Et j'ai l'impression que je marche sur des œufs. Mes épaules sont levées, j'ai pas une bonne respiration et tu vois que je marche bizarrement. Et je me casse la gueule 2 fois tout seul dans le match. Mais parce que mentalement, il y a un truc qui va pas et il n'y a rien qui suit derrière. Tu peux pas mettre un pied devant l'autre. Quand on dit il faut pas une godasse devant l'autre, souvent, et c'est vrai, ça arrive, genre, c'est pas une blague. Donc voilà, très peu de toc, très peu de process, mais pas mal de toc, justement. Le
fait de devoir buter un certain nombre d'heures, etc., par semaine pour être rassuré, etc., parce que t'es pas confiant face à l'inconnu. C'est la peur de l'inconnu. Sans vouloir te foutre au pied du mur, mais j'imagine qu'il faut creuser un peu. Mais toi, là, Damien, prépa mentale, Ouais, un mec vient te voir, t'expose ça. ouais. Est-ce que tu as déjà une idée Ouais. en tête de Oui, bien ok, sûr. Ouais, juste un truc, c'est que moi, on m'a fait voir un préparateur mental à un moment donné de ma carrière. J'ai tout sauf exposer les choses comme je le vivais. Là. ouais, Je c'est suis toi qui capable d'en c'est parler toi qui a maintenant. fait. Et je suis capable de le dire publiquement parce que c'est bon, c'est derrière moi. Mais tout à l'heure, tu disais, ouais, c'est pas facile de tout mettre quand tu parlais du mec qui est dans l'entrepreneuriat. Mais quand tu es sportif, tu veux qu'on te voit d'une certaine manière. Et puis t'as la gueule dans le guidon aussi, t'avais peut-être pas ce Ouais, recul sur tu toi. peux pas avouer certaines choses parce que ça serait te rendre faible. Et imagine si un entraîneur entendait ça ou des trucs comme ça. Donc tu veux pas qu'on sache que tu as des faiblesses. Ouais. Ça, c'est assez. Je suis pas sûr qu'un gamin de 23 à 25 ans soit capable de venir avec cette auto-analyse. Il va juste trouver tous les biais qui marchent pas, tu vois. Il va juste dire, ouais, mais ce jour-là, il s'est passé ça. Ouais, ce jour-là, il s'est passé ça. Ben, c'est là que selon moi, la capacité du coach, elle rentre complètement en ligne de mire. Enfin, elle devient très importante parce que il faut poser le cadre en fait quand tu es coach. Et si moi j'étais venu te voir à cette époque-là, j'aurais certainement commencé par te dire, je t'explique. La session qui va avoir lieu là tout de suite maintenant, elle ne regardera que toute la vie, toi et moi. Personne n'entendra quoi que ce soit en rapport avec ce que tu vas me dire là. Déjà, si je commence à t'expliquer les choses comme ça, il y a un petit bout de toi qui souffle un peu en se disant peut-être que je vais pouvoir me livrer un peu plus. La deuxième chose, c'est de ne pas espérer en tant que coach aller absolument tirer toute la quintessence de l'athlète que tu as face à toi en une seule séance. C'est un travail sur le long terme, c'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose qui s'installe avec le temps. La confiance, elle s'amarre petit à petit, c'est pas quelque chose qui arrive de façon frontale et très violente et du jour au lendemain. Donc ça, c'est le cadre qui est à poser. Évidemment, si tu dis pas des choses comme ça, toi, tu as la sensation que je suis quoi ? Je suis un intermédiaire entre toi et ton coach et que tout ce que tu vas me dire, je vais le dire à ton coach et que du coup, il va encore plus te mettre sur le banc. En réalité, on est soumis au secret professionnel. Donc, au même titre qu'un médecin, en fait. Je ne parle jamais de mes séances à personne. C'est-à-dire que j'ai déjà coaché des gens que je ne considère pas comme des amis, parce qu'il faut mieux éviter de le faire, mais des gens que je côtoyais. Je n'ai jamais parlé du contenu de leurs séances, même des choses anodines, à ma famille, à mes proches. Et pourtant, ils se connaissent les uns les autres. Ouais. Donc, il y a des moments où je me suis retrouvé, moi, confronté à des situations trop marrantes, où ma femme parle à ce fameux mec, et où le mec me regarde en me disant « tu lui as pas dit ?» Mais non, je lui ai pas dit en fait. Ouais. Quand on a discuté de ça, c'était au milieu de notre séance. Et même si oui, c'est anodin, c'est complètement privé. Donc en fait, le cadre est à placer. Et déjà, si on fait ça, il y a une certaine barrière de la langue qui tombe. Il y a une certaine confiance qui du coup commence à s'installer de prime abord. Donc oui, pour répondre à ta question tout à l'heure, évidemment, quand je t'entends dire ça, il y a évidemment un énorme biais par rapport à l'estime de soi qui a développé énormément. Hein. L'estime de soi, du coup, je le réexplique souvent, mais l'estime de soi, c'est 3 composantes. C'est la confiance en soi, c'est l'image de soi et c'est l'amour de soi. Confiance. Donc, estime de soi, c'est confiance en soi, image de soi et amour de soi. C'est trois domaines, 3 choses qui sont très importantes à développer, dans lesquelles il faut aller percer un petit peu à jour pour comprendre ton système de fonctionnement. Pour le tien, par exemple, pour reprendre ton exemple de tout à l'heure. Mais ce n'est pas la seule chose. Certainement, une des premières choses sur lesquelles moi je serais allé, c'est essayer de démonter cette peur de gagner et cette peur de perdre. Parce qu'il n'y a pas que la peur de perdre quand tu en parles. Il y a aussi la peur de gagner. Et du coup, je serais tout de suite allé là-dedans en te demandant de m'exposer clairement. Qu'est-ce que tu risques ? C'est quoi le pire ? Le pire du pire. Et en fait, en te posant cette question-là, tu vas certainement me sortir des trucs. En fait, le pire du pire, c'est que je sois mal vu par les copains, les parents de mes potes, je sois mal vu par ma famille, par mes supporters, et qui pensent que je ne suis pas un bon athlète. Et du coup, en fait, là, ça m'aurait peut-être donné un autre axe de pénétration dans ton cerveau en me disant, en fait, ouais, décidément, on est sur de l'estime de lui-même, mais est-ce que c'est lié à des compétences intrinsèques ? Est-ce que c'est lié à un mindset ? Est-ce que c'est lié à quoi, en fait ? Mais tu vois, la crainte et la peur, j'aurais cherché à la réduire à néant, en fait. Et pas moi-même, en fait. En te posant des questions, je t'aurais fait dire, pas parce que j'ai envie que tu me le dises, mais parce que la réponse, elle est au fond de toi. C'est simplement que tu n'as pas encore osé te l'énoncer. Mais en te soulevant des petits questionnements, tu ailles toi-même démanteler tes propres craintes et tes propres peurs. Et là, on aurait eu déjà un petit élément de déclic. Parce que
Je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Moi, j'ai Sûr. beaucoup entendu et pas que mon cas, enfin, mon cas, il est minime. Il y a des mecs qui jouent bien plus haut, etc., qui ont eu des belles carrières, qui ont eu des choses accomplies bien plus fortes. Mais souvent, on dit, c'est un trait de caractère, lui, il est comme ça. Mais, par exemple, tu prends les études, le boulot, genre, j'ai jamais passé un entretien, j'ai jamais passé un examen, même à l'arrache, avec un stress, comme celui que j'ai eu sur les matchs. Jamais. C'est des choses qui m'ont jamais paru stressantes. Et les gens, ils croient que c'est parce que tu es stressé tout le temps, alors que pas du tout. Et c'est de la même manière le type du football, du basket là, en pro aux States, qui expliquait le coach qui disait, mais il dit, moi je regarde les HRV, je regarde les trucs, les variations cardiaques de mes athlètes pour voir les fatigues, etc. Il dit, mais vous n'avez pas l'idée de ce qui peut stresser un athlète. Il y en a un, il est à la veille d'une finale et tout va bien. Et c'est le même mec qui, en pleine saison, s'est embrouillé avec sa femme et ils sont engueulés hier et il a tout son système cardio qui part en vrille et il est stressé parce que, etc. etc. Il dit, il n'y a pas de système de rapport là-dessus. Il dit, chaque être humain est différent. C'est pas parce que pour vous, ça paraît incroyable et difficile que lui, il est en train de se mettre la pression. Par contre, c'est pas parce que pour vous, ça paraît anodin. Lui, sur son terrain, il a la maison. Lui, sur son terrain, c'est autre chose. Ouais. Et tu vois, quand je disais tout à l'heure la petite phrase que le fameux mec m'a dit, là, m'a sorti de prime abord en me disant, je vais pas faire de toi un meilleur pilote, je vais faire de toi un meilleur être humain et tu deviendras un meilleur pilote. Mais c'est exactement la même chose. En fait, ce qu'il faut comprendre, et ça touche à tout, à la psychologie, au développement personnel, à tout ce qu'on peut imaginer de neurosciences ou de quoi que ce soit, ce qui gère notre quotidien et ce qui génère le fait que tu ne sois pas introverti ou stressé lors d'un entretien d'embauche et la façon dont tu peux l'être sur un match de rugby, c'est les émotions. C'est que émotionnellement, tu es beaucoup plus impacté par une défaite au rugby que par une défaite dans un entretien, que par un recalage dans un entretien d'embauche. Parce que émotionnellement, ton esprit, ton cœur, ton âme, entre guillemets, elle est dédiée à cette activité parce que pour toi, ça représente énormément, il y a un énorme bloc de ton identité, de ta vie, et que du coup, on peut créer des déclics, on peut créer des blocages même plutôt par rapport à ça. Mais c'est vraiment pas lié à l'activité, quelle qu'elle soit, mais c'est lié à l'émotion qu'on colle à cette activité. Tu vois, c'est vraiment la clé du truc. D'où justement cet exemple que tu as donné du sportif qui est en détente, en train de fumer des spliffs la veille d'une finale de NBA et qui, par contre, se prend un taquet par sa femme en milieu de semaine et qui fait des entraînements pourris jusqu'au week-end de merde d'après, quoi. C'est exactement lié à ça. Du coup, l'intérêt, toujours avoir une sorte de vision du dessus en tant que coach pour constamment être capable d'analyser les émotions qui émanent de la personne que tu as face à toi. Ça, c'est vraiment la clé. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on arrive à attraper des trucs assez fous auprès des gens, même qui semblent très bloqués à la base. Ouais. C'est quoi comme ça, ce qui vient à l'esprit, les quelques problématiques mentales des sportifs que tu vois le plus? Est-ce que c'est des problématiques vraiment liées à la performance ou c'est dans les vestiaires? C'est humain, c'est des trucs qu'il y a derrière? Ça dépend vraiment des gens. Là, je rejoins vraiment ce que disait Jimmy à l'instant. Je pense que ça dépend vraiment des... T'as pas de trucs qui reviennent souvent? Non. Par contre, la peur de gagner et la peur de perdre, la frontière est très fine. Là, je vais peut-être la définir pour les gens qui comprennent pas trop peur de gagner, parce qu'on se dit, attends, mais gagner, c'est chambé. On peut avoir peur de gagner. En fait, la peur de perdre, tout le monde peut la comprendre à peu près. On a peur d'avoir affaire à notre image avec la défaite, de décevoir nos coéquipiers, de décevoir nos amis, notre famille. Ça, c'est assez simple à comprendre. La peur de gagner, elle est liée à un schéma et un système qui est inconscient, dont on n'a pas conscience, et qui en fait nous freine parce qu'on se projette dans cette vie future sans vraiment y croire. En gros, je veux un jour devenir très fort champion du monde. Un jour, je veux devenir champion du monde. C'est pas quelque chose qui m'anime à 3000% encore, mais c'est une sorte de rêve, c'est une sorte de truc que j'ai envie d'atteindre quand même. La peur de gagner, c'est quelque chose qui va me mettre face à ma réalité de « Ok, qu'est-ce qui se passe quand je suis champion du monde ?» Bah, j'ai plus aucun objectif à atteindre. Et comme moi, je suis un sportif et un compétiteur dans l'âme, ben, j'ai peur d'arriver à ce stade-là. Parce que je suis passionné par le BMX et que si j'arrête le BMX demain, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Si je deviens champion du monde, je vais peut-être avoir une couverture médiatique plus importante.
Je déteste parler en public. Ça me fait peur. Peut-être que d'un seul coup, je vais me mettre à gagner. Je vais parler des games pour changer un peu de sport. Je vais gagner 300 000, 275, 300 000, peu importe, 300 000 dollars à la gagne à la fin de la compétition. Qu'est-ce que je vais faire de cette thune? Ça m'effraie en fait. Je sais pas. J'ai gagné un SMIC toute ma vie et là, on va me dire que je vais avoir une maison dans mon compte en banque en fait. Et ça me fait peur. Peut-être que je vais avoir des gens qui vont me harceler, des paparazzis, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des images auprès de mes proches qui vont changer, des avis qui vont changer auprès de moi. Peut-être Et qu'il y j'ai a pas envie que aussi- ça change. Si demain tu es champion du monde, tu as aussi quelque chose à perdre. Bien sûr, Il y ton a- titre, Voilà. exact. Donc en fait, c'est ça la peur de gagner. C'est tout ce que constituent les peurs qui sont sous-jacentes Ouais. à la victoire. Mais c'est pas à négliger, parce qu'en fait, quand tu poses la question à bon nombre de sportifs, tu sais pas vraiment, ils savent pas eux-mêmes trop te dire s'ils ont peur de perdre ou peur de gagner finalement, quand tu vas chercher un peu. Il y a un truc qui revient souvent, alors, surtout sur les sports, je vais te dire un contre-exemple, chez les grosses personnalités sportives, et on va prendre un mec comme Rich Froning, qu'on a tout le temps entendu dire, mais moi, c'est plus que... Enfin, c'est pas tant que j'aime gagner, c'est que je déteste perdre. Mhm. C'est un truc qui revient tout le temps, c'est genre, non, mais perdre, c'est impossible. En ce moment, il y a le documentaire sur Michael Jordan, Yes. où on comprend que c'est la victoire à tout prix. Peu importe ce que ça coûte, je gagne. Je m'en fous, on fait ce que tu veux, mais à la fin du match, j'ai gagné. Mhm. Peu importe. Et ça, c'était pendant 13 ans de carrière. Il n'y a pas un moment où ça a dégonflé, Ouais. en fait. Et ça, c'est inhérent à plein de sportifs. Dire qu'on a cité deux sports un peu qui n'ont rien à voir, mais c'est inhérent à plein de sportifs. Comment dire? J'imagine que ça a des travers, mais pour toi, est-ce que c'est un trait de caractère complètement indispensable pour être au plus haut niveau? Non, Oh, ah ouais? je pense pas. Ok. Je pense pas. Parce qu'on voit même dans le foot, des mecs comme Zidane, des mecs comme Maradona, ces personnalités fortes ou pas, mais avaient ce côté-là, c'est la victoire à tout prix. Et est-ce que tu penses pas qu'il faut être extrême pour exceller extrêmement bien Ouais. à très haut niveau? C'est-à-dire que tu peux pas être normal, en fait. Tu Je- penses pas qu'il faut ce décalage? J'ai envie de dire oui et non à cette question, parce que je vais rebondir sur ma première réponse qui était non, c'est pas nécessaire. Et pourquoi j'ai pas envie qu'on focalise toute notre attention là-dessus? Simplement parce que je connais des gens, déjà là, dans la vraie vie de nous, des gens, des copains, Ouais. qui détestent perdre et qui vivent pour la victoire, mais qui sont passés à côté de leur carrière sportive, quel que soit le sport qu'ils ont testé. Donc c'est pas une condition sine qua non. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, quand on est un Roger Federer et que ça fait 20 ans qu'on tord des gens sur les cours de tennis et qu'on a paru Cristiano Ronaldo, des mecs stratosphériques comme ça, des Mike Tyson, j'en sais rien, peu importe, toutes les stars qu'on peut imaginer. Évidemment, il y a cette culture de la victoire et il y a cet amour et ce mindset positif constamment tourné vers là. Mais ce qu'ils n'ont pas, ce que beaucoup de sportifs n'ont pas, c'est des peurs. Tous ces gens qui obtiennent ce que beaucoup n'obtiendront jamais, c'est qu'ils n'ont pas peur de perdre. En fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est crois. que Rich Froning qui disait « je déteste perdre », en fait, ça c'est son moteur. Mais c'est pas ce qui le lead, c'est pas l'étoile qui le guide en fait. Ok. Lui, il est passionné par la victoire aux Games. Et c'est pour ça qu'il en a fait 8 d'affilée. En fait, ça le fait tellement souffrir quand il prend un coup de pied dans l'aile, quand il fait deuxième aux Games ou quand il fait quoi que ce soit d'autre, que ce manque d'envie de revivre ce moment négatif de coup de pied dans les côtes le motive à retrouver quelque chose d'autre. Mais personne n'atteint un niveau aussi élevé de compétences et de performance physique en se basant simplement sur la peur, sur le manque d'envie, enfin la crainte de l'échec. Personne n'est l'idée par quelque chose de négatif dans la vie, en fait. C'est ce que je veux vous dire. D'accord, ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Ouais. parce que- C'était un peu une phrase longue. Sans mais- vouloir argumenter, tu vois, je pense à Mike Tyson, dont j'ai eu pas mal de reportages, notamment récemment, et pas mal de podcasts où il expliquait, et comme beaucoup de boxeurs en vrai, c'est pas le sujet du podcast, mais pour moi le sport le plus dur du monde, quoi qu'on dise, se combattre. Et il disait, mais avant chaque combat, enfin tu parlais de toi avec le ballon qui t'échappe des mains, il dit, avant chaque combat, j'avais peur, et il dégageait tout sauf ça. C'est-à-dire que Tyson faisait peur. Ouais. C'est-à-dire que tu savais que le combat,
sur 10 rounds, t'allais probablement être couché dans les 30 premières secondes du premier. Et si t'en tenais 3, c'était génial. Et que de toute façon, ton victoire face à Tyson, c'est soit tu t'arrivais à le mettre KO, soit il te mettait KO, mais il n'y allait pas avoir un match au point. Genre, ça Oui, n'existait pas, bien tu sûr. vois. C'était 80% des victoires par KO. Et en plus, les KO, c'était... Bon, voilà, c'est quand même les 14 commentateurs. secondes. Bah, c'était non seulement 14 secondes, puis enfin, il a quand même couché un mec qui est devenu curé après, tu vois. C'était ça, Tyson. Et c'était les mecs à la radio qui expliquaient qu'à travers la radio, on entendait le bruit du poing à travers le gant sur le visage et qu'au son, on savait qu'il y avait eu KO. Donc cette image et cette identité qui s'est créée, c'était un mec qui du coup faisait peur. Ouais. Et pourtant, c'est un gars qui t'explique qu'il avait peur. Ouais. Mais toi, t'expliques que c'est pas ça qui le drive. En fait, je dissocie deux choses de façon vraiment très distincte. La crainte qui nous lead au quotidien ne nous amènera jamais vers les sommets. C'est-à-dire, Mike Tyson, si toute sa carrière, il avait grandi avec la crainte de perdre, il n'aurait jamais eu la carrière qu'il voulait. Il était guidé par cette obsession de la victoire, par cette envie de toujours gagner, par cette envie d'aller de l'avant. Ça n'empêche que même avec ce TGV qui était Mike Tyson, dans toutes ces phases d'entraînement, et on sait à quel point c'est dur, hein, surtout, nous crossfitters, on le sait encore plus certainement que dans d'autres sports où tous les jours on se met minable, ça n'empêche que à 2 heures avant un combat, ça fait 2 ans que tu t'es préparé pour ça, et que pendant ces 2 années, tu t'es vu des trucs, tu sais, de footballeurs américains, là, tu as eu les crocs, pendant 2 ans tu t'es entraîné comme un chien, tu vois, sans limiter quoi que ce soit, sans aucune limite, sans aucun rupteur de sang, d'eau, de quoi que ce soit, tu peux te pisser dessus 2 heures avant parce que tu n'as jamais été aussi près du moment M en fait. Du moment où on va voir si ces 2 années, elles ont été fructueuses. Mais ce que je veux dire, pour revenir sur ma phrase du début, personne au monde n'est lidé par une peur de l'échec. Personne. Et même s'ils vous disent que c'est vrai, c'est pas vrai. Ils sont forcément lidés, s'ils y arrivent, Par un truc positif. par un truc positif. La peur de l'échec peut être juste la flamme au cul qui fait wouh, mais en aucun cas, c'est ce qui me permet d'aller atteindre ça. Jamais. Et on peut parler d'Elon Musk, tu vois, j'ai regardé un truc sur lui tout à l'heure encore. Musk. Tu vois, Musk. 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 Lionel Musk. Non mais tu vois, c'est pareil, c'est la même veine en fait. C'est ces gens qui ont cette obsession de faire quelque chose. L'homologue français, il a une petite PME en Poitou-Charentes, rien à voir. Enfin bon, voilà. Il sort un iPad, d'ailleurs. Et justement, si on parlait un petit peu de la vie de monsieur et madame tout le monde, et peut-être même des crossfitters, des gens qui ont envie d'avoir un changement dans leur vie, que ce soit perdre du poids, adopter un nouveau régime alimentaire, adopter une nouvelle habitude, créer une habitude, tout ça, il y a toujours un joyeux bordel quand on regarde le bullshit de il faut 7 jours pour créer une habitude, non il en faut 28, non il en faut 60, il faut 10 000 heures de pratique pour être bon. Comment t'agis pour, si on prend les cas, alors je sais pas déjà pourquoi monsieur et madame tout le monde viennent te voir, mais est-ce que tu peux nous expliquer par exemple des problématiques que tu vois souvent apparaître, comme on a fait avec les sportifs, et qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que ça fait d'aller créer un meilleur soi-même? Alors, monsieur, madame, tout le monde lié au sport, tu veux dire ou... Ouais, lié au sport, on peut lier à la bouffe, parce qu'on sait que c'est quand même deux D'accord. problèmes. Avec le confinement, je pense que c'est deux choses qui sont apparues. Je peux pas me limiter quand je suis confiné, ou j'ai perdu toute motivation de faire du sport parce que j'étais confiné, par exemple. Ouais, tout à fait. En fait, cette problématique de monsieur et madame tout le monde, déjà, monsieur et madame tout le monde ne vient pas avec la problématique numéro 1, c'est que j'arrive pas à pousser 300 kilos. Okay. Parce que si c'est monsieur et madame tout le monde, c'est pas sa problématique numéro 1. Ouais. S'il commence à me poser des questions d'ordre d'altéro pour parler d'un truc qu'on connaît un peu tous dans ce milieu de crossfitter, c'est déjà qu'il a une mentalité d'athlète. Donc je le prends déjà différemment. Quelqu'un qui va venir me voir et qui va me dire, en fait, dans le développement personnel, il y a 8 grands domaines de vie dont j'aime parler beaucoup souvent, mais tu as en gros, je vais les faire simple, tu as finance, tu as carrière, tu as amour, tu as amis, tu as famille, etc., etc. Et puis tu as santé. Dans cette partie santé, il arrive que les gens me disent, moi je me sens pas en bonne santé en fait. Le sport, l'activité physique me manque, il me manque quelque chose. Et du coup, là, moi, mon intérêt, c'est pas tout de suite de remettre ma casquette de coach sportif et de dire, vas-y, mets ton short et vas-y, on fait un truc. C'est de comprendre ce qui lui manque, en fait. Qu'est-ce qui fait que le sport te manque?
Est-ce que c'est le côté dépense énergétique? Oui, ok, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu recherches à travers cette dépense énergétique? Tu cherches à te vider le cerveau? Ok, qu'est-ce qui te gêne alors? Tu vois? Donc en fait, souvent le sport est un moyen pour moi de rentrer un peu plus précisément dans la vie des gens. Et il m'arrive de tomber sur des personnes qui me disent, bah, physiquement, je me sens pas bien, comme tu le disais. Physiquement, là, je suis en fort surpoids, et en fait, j'arrive pas, je comprends pas. Je m'entraîne souvent, j'essaie d'avoir une alimentation plutôt équilibrée, et malgré ça, malgré mes efforts, il y a quelque chose qui se passe pas. Donc, je peux pas m'empêcher de penser quand c'est comme ça qu'il y a quelque chose de sous-jacent, il y a un problème quelque part qui bloque. Mais il y a quand même une partie de moi qui va aller un peu droit au but et qui va aller questionner cette personne sur le explique-moi concrètement ce que tu fais. Parce que tu peux me dire je m'entraîne bien et je mange bien, mais en vrai, quand tu vas m'écrire ça sur un bout de papier, je vais m'apercevoir que tu fais gym direct 2 fois par semaine et que tu manges 3 fois du McDo parce que c'était 3 cheat meals de la semaine. Donc en vrai, entre ce qu'ils me disent et la réalité, c'est ce qu'on appelle le métamodèle en coaching, il y a un monde, il y a un filtre. Donc l'intérêt pour moi, c'est d'aller chercher vraiment à détailler ce qui est expliqué pour chercher à optimiser ça dans un premier temps, mais dans un second temps, et ce qui est assez souvent ce qui me permet d'avoir le plus de résultats, c'est d'aller chercher tout ce qui bloque vraisemblablement cette acquisition, quoi. Tu vois? Quand tu parles de métamodèle, ça vous est tous arrivé, je pense, mais j'ai jamais été aussi impressionné que quand j'ai toujours demandé aux gens qui avaient des problèmes de poids, mais tu manges comment? Et à chaque fois, les personnes te balancent leur meilleure semaine de leur meilleure vie. Bien sûr. Alors moi, le matin, flocons d'avoine avec le midi, je mange un peu de riz, mais surtout Brocoli. des viandes blanches et brocolis. Et le soir, je mange pas de féculents. Et là, tu vois, moi, j'ai jamais bouffé comme ça. Hein. J'ai jamais tenu comme ça 4 jours. Là. Qu'est-ce que tu me racontes? Et c'est difficile de leur arracher les mots. C'est ça. Ah, le coca, ça, fallait le dire. Oui, fallait le dire, le coca. C'est ça. Les trucs à côté, les trucs de stress, les trucs... C'est exact. Ouais. Et tu vois, c'est encore une fois pour ça que, et je pense que c'est très intéressant pour le coaching sportif, parce que ça m'est arrivé d'être consultant aussi pour des coachings sportifs, pour des coachs sportifs. Mais si tu veux, le fait de poser un cadre, pour moi, c'est crucial en fait. Et c'est très important de mettre la personne en face de toi en confiance, en lui disant, je t'explique. Là, tu peux me raconter en vrai ce que tu veux. Tu peux me dire que tu as mangé des brocolis, comme tu viens de dire, blablabla. En fait, si tu le fais, juste bullshit. Parce que ça va rien apporter à notre intervention l'un avec l'autre. Notre interaction, elle va être complètement stérile. Viens, on joue cartes sur table. Je vais pas balancer à ton mec ou à n'importe qui que tu as fait n'importe quoi cette semaine. Mais juste si tu me dis pas vraiment les choses, on pourra pas obtenir vraiment des résultats. Et c'est souvent cette petite part d'ombre qu'on retrouve aussi beaucoup dans la prep physique, quoi. Ouais, alors ça me fait penser à un truc, c'est qu'il y a quelque chose qu'on voit souvent, notamment sur les réseaux sociaux, c'est des posts, des phrases un peu choc ou des trucs comme des phrases, souvent des coachs qui repostent ça, genre les personnes qui veulent perdre du poids, être en forme, mais qui derrière vont manger au McDo, ou mais qui derrière font pas gaffe, machin. Enfin bref, une espèce de frustration de coach tout le temps. Et en fait, moi ça m'a toujours un peu attristé de voir des coachs poster ça, pour en gros dire t'as des personnes qui veulent tel résultat, mais qui ne sont pas prêts à mettre les choses en place pour y arriver. Donc pour moi, c'est une façon pour le coach de se dédouaner, de dire bah en fait, c'est pas ma faute, c'est elle, regarde, elle fait pas les trucs. Mais à ce compte-là, à quoi tu sers en fait? Si toi, en tant que coach, tu n'es pas capable d'avoir cette casquette, pas uniquement technique, mais aussi d'humain à humain, de mettre les gens sur la bonne voie et de comprendre s'ils sont prêts ou pas et d'ajuster à la hausse ou à la baisse les prescriptions que tu leur fais, à quoi tu sers? Pour moi, juste dire ouais, mais non, mais de toute façon, cette personne, elle fait pas ce qu'il faut. Pour moi, c'est trop facile, tu vois. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment une ambivalence. C'est ok, ma frustration de ne pas y arriver, je la jette sur la personne en face et je dis de toute façon, c'est sa faute. Alors qu'il y a un côté, si tu attends d'avoir le client parfait en disant ouais, non, mais avec cette personne-là, on a fait un super boulot, mais qu'à l'arrivée et qu'en effet, elle bouffait de la viande blanche et des brocolis, désolé, en fait, t'as pas fait grand-chose. Genre, le boulot de coach, c'est pas ça. C'est oui, dans la vraie vie, tu vas avoir des gens qui disent bah non, moi le week-end, je tape des bières et du whisky avec mes potes et je vais au McDo 2 fois dans la semaine. Genre, désolé, mais c'est ça la vraie vie. C'est ça les clients que tu vas avoir parfois. Et c'est ça qu'il faut savoir gérer aussi. Fait, ouais. Et un super coach, il va être capable de gérer ça. En reconnaissant d'où la personne part, c'était pour revenir sur le fait de créer un cadre et en sachant dire ok, je vais pas le rendre parfait le truc, mais est-ce que je peux le rendre déjà un peu moins pire? Genre, tu vas au McDo 3 fois dans la semaine, vas-y, viens, tu y vas 2 fois. Est-ce que c'est génial qu'en prescription de dire à quelqu'un d'aller au McDo 2 fois? Non, mais c'est mieux que ce qu'elle faisait hier, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et enfin bref, c'était voilà, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, du côté
Ouais, voilà, viens, on joue carte sur table, dis-moi Mm. tout, Mm. parce que je te dirais pas demain de faire le grand saut et qu'il faut que ta vie, elle ressemble à un film. Mais juste, au moins, créer ce cadre de confiance, ça sert. Et toi, ça sert aussi à pas te dédouaner en disant non, non, mais regarde, sur le papier, tout va bien, elle fait tout bien et pourtant elle perd pas de poids. Ah, ça doit être autre chose. Ouais. C'est trop facile en fait. Tout à fait, ouais, c'est sûr. Puis il y a ce que tu dis à une personne, mais entre ce que tu dis qu'il faut faire et ce qu'elle peut faire, Ouais. avec les ressources qu'elle a, Mm. il y a un monde. Ouais. Comment tu vas jouer sur ces ressources? Par exemple, une personne dont tu sais qu'elle a un problème avec la bouffe, qu'elle n'arrive pas à se limiter, Mhm. qu'elle a des craquages. Ouais. Comment tu vas accéder à ce chemin-là? Bah déjà, Par quel biais tu vas rentrer? Déjà, je pense que ça rentre aussi dans cette définition du cadre. Hein. Décidément, j'aime bien cette image, mais poser les questions des ressources et des freins, c'est crucial pour tout coach. T'en parlais à l'instant, en fait. Savoir, et c'est pour ça que le carte sur table est très important, mais savoir c'est quoi tes petits trucs, c'est quoi les paquets de gâteaux. Non mais c'est quoi? Ah ouais, putain, ils sont trop bons de ouf. Déjà, ne pas faire comprendre à la personne, quelle qu'elle soit, que ce qu'elle fait, ça la rend sous merde. Tes petits lus, ah ouais, c'est dégueulasse en plus, ouais, t'as pas honte de faire ça? T'es coach et tu parles comme ça à ton coaché, à ton client, tu te rends pas compte de l'impact négatif que ça a sur elle ou sur lui. Même si tu le fais si c'est bienveillant en fait, parce que tu as envie de le tacler pour lui faire prendre conscience que c'est pas cool, soyons dans la bienveillance. Ok, t'as fait ça. C'est pas le top. Clairement, on va pas se le cacher et tu le sais très bien. Là, il va se passer quelque chose d'un peu sympa. Tu vas rigoler quand je vais dire ça. Ok, pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui se passe quand tu manges? Qu'est-ce que ça te procure? Qu'est-ce que ça te fait? Où ça te le fait? Dans ton corps? Pourquoi tu le fais? Pourquoi à cette heure-là? Pourquoi devant cette émission-là et pas devant celle-là? Qu'est-ce que tu pourrais remplacer ça pour continuer dans un premier temps à grignoter encore un peu, mais grignoter quelques amandes plutôt que de grignoter un paquet de petits lus, tu vois? Peut-être que ça peut être un compromis. Et pour moi, faire le point sur les ressources, ça permet de faire ça. Exactement comme disait Raph à l'instant, de ne pas chercher à changer la vie de quelqu'un de façon complètement drastique, mais de commencer à lui faire prendre conscience que des petits changements vont générer à terme un bouleversement de sa vie. Et du coup, en commençant à grignoter quand tu as un peu faim et que tu as un petit coup de truc, alors oui, c'est moins gourmand, c'est clair. Oui, bah tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, une semaine, 2 semaines, tu vas voir qu'après, tes amandes, tu pourras plus t'en passer. Donc, c'est des petites choses comme ça. Et puis une fois que les amandes, on s'est aperçu que on avait complètement remplacé les petits lus, et tu diminues les amandes. Et puis tu réfléchis à pourquoi les amandes, elles restent là encore. Il y a quelque chose d'autre là qui fait que je me jette sur ce paquet de gâteaux. C'est quoi qui te tracasse? Ah, c'est ta vie amoureuse, tu me l'avais pas dit. Ok, qu'est-ce qui se passe dans ta vie amoureuse par exemple? Et donc là, il se passe d'autres choses. Et tu dénoues en fait cet énorme nœud. Mais tu l'as dit tout à l'heure, en plus tu disais, c'est souvent le bordel dans la tête des gens. Je sais plus comment tu l'as dit, mais c'était très imagé, c'est très juste. Les gens viennent me voir et me disent, alors, dans le taf, ça se passe pas bien, je baisse plus avec ma femme depuis 4 siècles, et mon chien est mort, et enfin voilà, tu comprends? Et en fait, il y a ce truc de, les gens ils viennent et ils veulent tout gérer d'un seul coup. Mais jamais ça se passe comme ça. Mais ne serait-ce que même, enfin c'est même pas que j'ai pas envie, c'est que ton cerveau il est pas capable. Ça fait 20 ans que tu l'as habitué à faire de la merde, j'allais dire. Bienveillance, hein, bien sûr, mais... De la merde en bienveillance. Oh, de la merde en bienveillance. Bon, Oui, tu vois, ça fait 20 ans que tu as habitué ton corps à faire la même chose et pas forcément des choses top. Et là, genre, sous prétexte que tu as eu un déclic, tu as envie de tout changer d'un coup. Mais qu'est-ce que tu crois? Enfin, ça ne marche pour personne. Ça t'a pris combien de temps d'en arriver là? Mais bien sûr, ça fonctionne pour personne comme ça. Viens, on prend un bout et on va au fond des choses. On prend un domaine et lui, on va vraiment aller le voir. On va vraiment aller le chercher au fond. Et une fois que lui, on pense qu'il est à peu près résolu ou qu'on est capable de continuer à faire lui, mais d'en faire un autre en même temps, on fait ce truc-là. Et ça va petit à petit, tu vois, mais je pense qu'il faut vraiment que ce soit très construit comme ça, petit à petit. Puis ça met les gens en confiance aussi. Tu as dit un truc intéressant, c'est dans le coaching, tu as dit, voilà, si tu tacles quelqu'un en disant, mais ce que tu fais, c'est de la merde, etc. Et il y a des coachs comme ça. Ouais. Il y a des moments où ça, je pense, ça a son impact de coacher comme ça aussi. Il y a des gens qui sont réceptifs à ça. Il y a des gens, il faut leur rentrer dedans, quoi qu'on en dise. Mais globalement, quelque chose de positif amènera toujours plus de résultats que quelque chose de négatif et contre. Tout à fait. Je pense que c'est pas seulement pour bourrer le mou. Je vais pas dire, ah ouais, putain, ces gâteaux sont trop bons si objectivement je les trouve pas bons. Tu vois, c'est un truc de le petit lu, je vais pas lui faire miroiter que c'est bon alors que c'est de la merde. Mais encore une fois, je pense que c'est la manière de le faire. Ouais. Je pense que
c'est le cas pour tous mes coachés, sans exception. J'essaye, en tout cas, autant que faire se peut, d'installer un système de bienveillance constant. Donc, en fait, dans toutes les sessions de coaching, je vais essayer de les englober avec moi comme ça. Même si je ne suis pas forcément en accord, même s'il y a des choses qui, moi, de façon, avec mes valeurs et mon intégrité à moi, ne sont pas en résonance, je mets cette côté-là de ma personnalité de côté et moi, je me focus avec mon cerveau de coach, là, qui est complètement dédié à cette personne. Mais je l'écoute avec beaucoup de bienveillance. Et quelle que soit mon approche, il y aura beaucoup de... En tout cas, c'est mon approche à moi. Je ne dis pas que c'est la bonne approche, mais je dis que ça ne m'empêche pas d'avoir toujours ce truc bienveillant. Mais par contre, je t'explique. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je t'ai demandé de poser des actions et on a décidé ensemble de poser des actions. Tu ne les as pas posées. En fait, nos séances, elles ne servent à rien. Non, mais en fait, pardon, là, je vais sortir un tout petit peu du cadre. Mais pour le coup, là, ça fait 3 semaines que tu te regardes la nouille, en fait. Je suis en train de me faire engueuler sur un podcast Tu vois alors que je l'ai jamais vu ce mec. Tenez juste parce qu'il est vraiment persuasif. Depuis tout à l'heure, je suis en train de penser à toutes les conneries que je fais. Mais sachez juste qu'on se connaît. Depuis tout à l'heure, c'est à toi qui parle en plus. Ouais, T'as une gueule de mec qui fait des conneries. Non, mais tu vois, en fait, il y a des moments où, en effet, le recadrage, il est crucial. Et en plus, ça va générer souvent un déclic, un impact chez les gens. C'est difficile de changer, mais il faut comprendre ça. C'est archi dur de changer. Il ne faut pas se voiler la face. Je coach constamment des gens qui ont des problèmes de couple, par exemple, et qui me disent, mais j'ai fait la liste des choses qui me font souffrir en couple avec cette personne, mais je suis incapable de la quitter. Tu vois, c'est dur, même quand les trucs, c'est clair comme de l'eau de roche, tu vois, même quand c'est sous tes yeux. Et du coup, je pense que dans ces moments-là, il ne faut pas être que violent. Parce qu'en étant que violent, tu génères pas forcément le déclic dans le bon sens. Il faut savoir que la personne qui est en échec face à toi ou qui n'a pas réussi à obtenir ce qu'elle veut ou qui te demande de l'aide aujourd'hui, elle est confrontée à quelque chose de difficile. Tout de suite avoir ce côté père fouettard, je ne suis pas certain que ça ait un impact positif. Par contre, la bienveillance, comme je le disais, et de temps en temps des petits taquets, là c'est impactant. Tu vois ? Pardon. T'inquiète, je le prends bien. Tu veux qu'on s'arrête là ? Oui, je crois que... Si on parle un petit peu de... Tout à l'heure, tu parlais un petit peu des points off qui te passionnaient là-dedans. Donc, il y avait le développement personnel, il y avait les analyses transactionnelles et il y avait la physique quantique. Parce que je sais que Raph, après, il a un rendez-vous. Ouais, je sais pas quelle heure il est. Il est 3h30. Il est 3h30 ? Ouais. Non, sérieusement ? Ouais. Ah. Il faut y aller. Ouais. Vincent, si tu nous regardes. Je suis en retard. Non, sérieusement ? Ouais. Mais c'est pas grave, je finirai, on va finir en... On va finir tous les deux, on va finir en binôme. Vas-y, 5 minutes. Parce que moi aussi, j'ai des trucs à lui dire. Ça va ou quoi? Mais je sais que tu voulais aborder ce sujet. Ouais. Physique quantique. Ouais. Donc je prends 5 minutes. Qu'est-ce que vient faire la physique quantique dans le développement personnel? C'est ça que les gens ils vont se demander. Ouais. En fait, il faut prendre conscience d'un truc très, très bateau, en fait, que d'ailleurs peut-être beaucoup d'entre vous ne vont pas entendre quand je vais l'expliquer comme ça, mais c'est que il existe des lois physiques, pour le coup, qui sont pas comprises encore de beaucoup de gens. C'est assez simple, c'est-à-dire que on sait tous à quoi sert une boussole, okay, bah, indiquer le nord, et donc on a tous déjà eu une boussole dans nos mains, mais personne s'est putain de jamais demandé comment ça marchait, tu vois. Et on m'a dit un jour, bah, c'est un pôle nord qui attire l'aiguille rouge. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, ça veut dire qu'il y a des forces, il y a quelque chose autour de nous, constamment, notamment qui s'appelle le magnétisme, pour ne parler que de ça, qui guide quelque chose, qui guide une énergie qui est comme ça, là, qui est omnisciente, dans l'air, etc. Et la physique quantique, elle s'intéresse à tous ces phénomènes-là, qui n'ont pas de réalité palpable, mais qui constituent une réalité de la vie, en fait. Et moi, la physique quantique, je l'explique très simplement, en fait. J'explique que, voilà, tout est atome, en fait. Tout est atome et tout est énergie dans l'univers. Et là, vous allez me dire, ok, c'est bon, je vais changer de chaîne, c'est un chaman. Je savais même pas qu'on avait pris Jean-Claude Van Damme. Ah, mais voilà, c'est ça. Pourquoi je te dis ça? C'est très simple. Si je prends cette table qui est en bois, d'accord, je prends un gros microscope, je zoome, on voit des molécules de bois. Je zoome encore, on voit des atomes qui constituent les molécules de bois. Si je zoome encore sur ces atomes, on a des molécules subatomiques, d'accord? Et si je zoome encore sur ces molécules subatomiques, on arrive sur des vibrations. Tout est vibration. Simplement, le métal vibre
à une fréquence différente du bois, ce qui en fait deux matières différentes. Notre peau vibre à une matière différente de ces deux matériaux que je viens d'énoncer, mais du coup, ça en fait quelque chose de différent au toucher, etc. Mais en réalité, tout est vibration. Pourquoi la physique quantique et qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, dans le coaching? Les pensées sont mesurables. Si je mets des capteurs sur ton cerveau aujourd'hui et que je te demande de penser à quelque chose, je vais voir un graphique sur un moniteur. Donc, ton cerveau émet des ondes, émet des vibrations. Si notre cerveau émet des ondes et des vibrations et que tout est ondes et vibrations, alors le corps et les pensées sont liés bien plus qu'on l'imagine. Ça, c'est la façon dont j'aime parler de la physique quantique, en tout cas dont j'aime la vulgariser entre guillemets. Et donc, pourquoi c'est présent dans le coaching? C'est que je prends conscience de tout ça et je fais prendre conscience de ça à bon nombre de mes coachés qui sont capables de l'entendre. Encore une fois, je ne le dis pas à tout le monde, c'est évident. Mais j'en parle à tous ceux qui sont capables de l'entendre parce que ça peut avoir des incidences hyper puissantes sur la façon dont ils génèrent leur quotidien après. Parce qu'ils se disent, ok, je comprends pourquoi on me parle de mindset positif. Je comprends pourquoi on me parle de pensée positive, de la loi d'attraction, de toutes ces choses où les coïncidences. La première fois que je vois un camion jaune avec des ailes rouges, je me dis qu'est-ce que ça fait là? Jamais j'ai vu ça de ma vie. T'en vois 3 la même semaine. Tu vois, ce genre de truc qu'on a tous vécu là. Et ben ça, en fait, c'est un peu tout lié. Je vais pas me perdre dans mes explications, mais c'est un peu comme ça que je l'explique et c'est pour ça que c'est très important pour moi de l'intégrer dans mes coachings et d'en faire prendre conscience aux personnes qui sont capables de vraiment l'entendre, quoi. Voilà. C'est tout pour moi. On n'a jamais fait ça, c'est le bordel. Yes, ça va Je me casse en plein podcast. Ça va être une première. Bon, on va rester sur la physique Merci pour quantique. ta question, Raphaël, en tout cas. Sur la physique quantique. Non, plus sérieusement, tu veux que je vous laisse finir tranquillement? Ouais, on va finir tranquille. Moi, je vais rester sur la physique quantique avec Tam. Putain, fais chier, je regarderai le podcast. Ouais, tu regarderas le podcast, c'est sur la télé. Non, bon, les gars, du coup, moi je dis mon mot de la fin. Dame, de toute façon, on se connaît, on va pas le cacher, Ouais, on se bien connaît sûr, un petit on peu se quand même. Moi, c'était trop cool. Merci Trop beaucoup. cool de t'avoir sur ce Très podcast. J'y tenais vraiment parce que on a cette démarche avec JM depuis le début de pas honnêtement prendre que des gens connus, mais aussi d'aller dénicher des petites pépites qui ont des trucs à dire, voilà, et de les foutre un peu sur le devant de la scène, humblement, puisqu'on n'est pas Tony Robbins non plus, pas encore. Mais voilà, en tout cas, toi, c'était évident. Et c'est cool, c'est fait. Apparemment, ça continue. Je suis deg. Donc là, tout de suite, je vais y aller pour aller voir un autre mec qu'on a eu sur le podcast il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Vincent Estignard. Vous pouvez le retrouver dans l'épisode numéro... Je sais plus. Ouais. 8, 9, 10, 11, je sais plus. Parce qu'on tisse des liens très forts avec toutes les personnes qu'on a sur ce podcast. À bientôt. Salut, Raph. Je crois que ça continue. Ok, on va rester sur cette approche de la physique quantique parce que je pense que ça intéressera beaucoup de personnes Ouais. et de comprendre aussi comment ça marche dans le coaching. Juste avant, tu parlais des boussoles. En Mhm. PNL, il y a une boussole qui est la boussole interne. Ouais. Et allez, j'arrête de le cacher. J'ai fait mes formations de PNL. Ok. Et j'aime beaucoup la préparation mentale. Voilà, je me suis beaucoup intéressé, même si j'ai eu beaucoup de mal à trouver les courants précis. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant, on veut toujours tout faire. Et moi, c'était un petit peu mon problème. Pendant les études, je voulais tout faire parce que je faisais un master sur le sport, mais qui attachait aussi à la nutrition. Mais à côté, je me disais que ce serait bien de comprendre les gens que je coachais, donc j'ai voulu faire de la PNL. Mais à côté de la PNL, je voulais moi-même soigner mes problèmes de préparation mentale dans le rugby. Donc du coup, j'ai acheté tous les bouquins de prépa que je pouvais avoir. Il y avait, je me souviens, il y avait Thierry Orlick, c'était Quête de la performance. Il y en avait d'autres sur le flow. Ouais. Il y avait forcément la méthode Target, qui est un préparateur mental qui vit à Nice et dont j'adore la méthode. Et forcément, si tu touches un petit peu à la PNL, il y a cette fameuse boussole. Et ça m'a fait bizarre quand tu parlais de ce pôle qui est loin et qui t'attire la boussole dans le bon ou dans le mauvais sens, parce que c'est un petit peu ce que tu fais en PNL quand tu veux recréer des objectifs. Tu vas faire tes rêves à 2, 3, 5 ans. Mhm. Puis ensuite, tu vas mettre tout en place. Et ça rejoint le pouvoir de l'attraction dans l'intention que tu y mets en tout cas. Et c'était un petit peu le problème avec les personnes qui écoutaient les trucs du pouvoir de l'attraction, c'est de pouvoir de l'intention, c'est de se dire, je pose une intention et comme j'envoie des ondes, j'espère que ça va me répondre. Ouais.
même s'il y a une partie qui est bonne, et il y avait Le Secret qui était sorti, et Ouais. je me souviens avoir écouté un podcast il n'y a pas si longtemps que ça avec Joe Dispenza, que j'adore, parce que j'aime ce qu'il raconte, et qui parlait justement de ce bouquin, et qui disait, le problème du bouquin, c'est qu'on a enlevé, et du film, c'est qu'on a enlevé beaucoup de contenu, et il disait, avoir une intention, c'est bien. Ouais. Mais c'est ce que tu mets en place derrière qui Bien marche. sûr. Donc justement, quand tu dis j'intègre ça au coaching, cette fameuse physique quantique, parce que déjà il faut bien se projeter quelque part si on veut y aller, comment tu le mets en place dans les coachings? En fait, le coaching, il y a 3 axes de pénétration, j'ai envie de dire. Il y a la résolution de problème. Donc, il y a des gens qui viennent me voir en me disant j'ai un problème et j'arrive pas à le résoudre. Il y a un deuxième axe qui est je n'ai pas de vision, je n'ai pas d'objectif, je n'arrive pas à fixer ce truc, je n'ai pas de passion, je ne sais pas trop où aller, je ne sais pas vers quoi aller. Et puis il y a un troisième axe qui est du coup le développement stratégique. Ok. Et du coup, ce dont tu me parles là, le développement stratégique, donc c'est comment je fais pour aller d'un endroit A à un endroit B. Et donc ce que tu me demandes là, pour moi, c'est que c'est corrélé entre les deux choses que je viens d'énoncer, entre le développement de la vision globale et le développement stratégique pour savoir comment y aller. Et du coup, c'est une des premières choses que je fais, que je demande à mes coachés de m'exposer, à savoir quel est ton objectif sur le long terme, quelle est ta vision idyllique de ce domaine de ta vie. Ok, l'argent n'est pas un problème, les études ne sont pas un problème, quel est le métier que tu rêves de faire très très fort, tu vois. Et les personnes là vont m'expliquer plein de choses, donc je vais essayer de creuser pour avoir quelque chose d'assez précis. Et une fois que ça c'est fait, on va en déduire, non pas de façon ascendante comme on l'a beaucoup appris, mais de façon descendante. J'adore fonctionner comme ça. Pour moi, c'est très difficile d'entendre quelqu'un dire j'ai envie de devenir astronaute, parce que du coup, si je me concentre sur demain, je ne sais pas quoi lui faire faire. Demain, je ne sais pas quoi lui faire faire. Parce que je ne sais pas ce que ça demande vraiment d'être astronaute. Par contre, si je fonctionne à l'envers, et que je dis, ok, tu as envie de devenir astronaute, c'est quoi l'étape juste avant pour toi? C'est d'être peut-être un ingénieur de la NASA. Ok. Et juste avant, ingénieur de la NASA, il faut être ingénieur en aérospatial. D'accord. Et juste avant, il faut que j'aille me former à Toulouse, à l'école d'aérospatiale française, d'aéronaval ou d'aérospatial à Toulouse, parce que voilà. Et avant, il faut que j'ai un maths sup, maths spé, machin, avec une agrégation de trucs machin. Ok. Et avant, il faut que j'ai un bac S. Et avant, il faut que je sache faire 2+2. Et en fait, en faisant ce truc-là, demain, je leur fais faire 2+2. Ouais. Et en fait, c'est facile après. L'échelle, elle est faite, tu vois. Mais d'où l'intérêt de décider clairement et en conscience de cet objectif de vie que tu as envie de vivre dans ce domaine en question. Et dans le sport, c'est pareil. Il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent « Mais je comprends pas, je prends, je perds, je prends, je perds. » Mais je dis « Mais pourquoi tu fais du sport déjà ? Si tu m'expliques pas le pourquoi du comment, je peux pas te dire ce que tu fais demain. Ça n'a aucun sens. » Donc il faut définir cet objectif global pour en faire quelque chose de palpable. Parce que sinon, tu vas me dire, je vais faire les games. Oui, mais tu es là, en fait, tu fais du badminton une fois par semaine. Donc que tu fasses les games, je veux bien que ce soit un rêve. Mais là, tout de suite maintenant, ce n'est qu'un rêve. Tu comprends le truc de rendre les choses concrètes. Et pour les rendre concrètes, il faut être dans le factuel. Et pour ça, il faut en déduire plein d'étapes. Quand tu as mis les étapes en place, est-ce qu'il y a un exercice ou il y a des exercices par exemple de visualisation pour ancrer plus fort l'intention que tu mets chaque jour à tout ça? Ça dépend vraiment des moments, ça dépend vraiment des gens, ça dépend surtout de la kinesthésie en fait, de la kinesthésie. En réalité, plus du courant par lequel passe l'information. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont très visuels, avec lesquels je vais utiliser beaucoup d'images, où oui, là, on va avoir de la visualisation. Il y a un exercice du modèle que j'aime beaucoup, où je leur fais imaginer des personnes qui sont leurs modèles dans la vie, que ce soit des personnes vivantes, mortes, des superstars, des gens qui croiseront peut-être jamais, peu importe. Et je leur demande d'écouter ce qu'ils ont de leur poser une question et d'attendre leur réponse. Là, tu fais parler l'inconscient. Mais ça, c'est très lié à la visualisation finalement, parce que j'imagine avec des images. Mais il y a des gens qui vont être kinesthésiques. Il y a des gens qui vont être dans la sensation. Imagine ce truc-là et imagine de le vivre et de réussir à l'avoir atteint. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait? Où ça? Tu vois? Il y a des gens qui vont être auditifs, par exemple. C'est pas forcément le vecteur le plus puissant, mais c'est quelque chose quand même que tu utilises vachement, notamment dans mon sport qui était le BMX. On a quand même un bip de départ. Enfin, il y a 4 feux qui s'allument et à chaque feu correspond un bip.
Bon, bah, il y a des mecs qui regardent les ampoules s'allumer, et il y en a d'autres qui sont les yeux rivés sur la butte de départ, mais qui n'écoutent que le son, et qui sont que dans l'instant sonore. Donc ça dépend vraiment des gens que j'ai. Il n'y a pas tellement d'ancrage, de renforcement. Il arrive simplement ce renforcement, notamment avec cet exercice du modèle, au moment qui, selon moi, me semble le plus opportun. Au moment où ils sont à point. Je ne fais pas faire cet exercice-là au tout début de quelque chose. Ok. On n'est pas allé au fond des choses déjà. Viens, on prend le temps de poser le cadre. On prend le temps d'aller au fond de cet objectif qui est le tien, là, un peu sous-jacent même. Et ensuite, on va aller chercher des choses un peu plus loin. Tu vois. Qu'est-ce qui est difficile à entendre pour les gens? Tu disais, tout le monde n'est pas capable d'entendre le discours des ondes, Ouais. d'une intention. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Pour eux, de comprendre ça. Ouais, tu enfin, penses quels sont les sujets que tu n'aborderais pas forcément avec tout le monde? Je pense que ça, avec beaucoup d'humilité, hein, mais Ouais. je pense être capable de rendre ça assez facile d'accès. Entre guillemets, je pense que la façon dont je l'ai expliqué tout à l'heure, même quand tu n'es pas vraiment sensible à la physique quantique, tu comprends que ça puisse être faisable, possible. D'accord? Et ça, c'est des petites graines que je sème au fur et à mesure des coachings. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'être très patient. Il y a des gens qui vont être très bloqués à l'idée, il y a des gens qui vont être très ancrés dans le « non, mais en fait, je t'explique, le physique quantique, je m'en bats les couilles. Moi, là, tout de suite, maintenant, je me fais tromper par ma femme. Donc, ta physique quantique, là, je m'en fous. » Tu vois, Ouais. il y a des trucs très concrets. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. C'est simplement que les gens, ils ont besoin de répondre à des problématiques qu'ils rencontrent tout de suite maintenant dans la vraie vie. Et donc, il faut commencer par être dans le concret avec eux. Il faut commencer par faire ce qu'ils attendent de toi, à les rassurer par ça. Et quand ils voient que les choses commencent à changer, là, tu peux adapter ton discours. Et tu peux partir dans des prédispositions, dans des choses un petit peu plus pointues comme celle-ci. Mais je pense que c'est ça qui rend cette chose la plus difficile, enfin relativement difficile à entendre, c'est que ça sort de notre contrôle. Et que l'humain, il déteste ça. L'ego déteste perdre le contrôle. Il déteste accepter que quelque chose n'est pas de son ressort. Et la physique quantique, c'est la définition pour moi de ce terme. C'est de dire, hey, gros, là il y a des choses, genre, on pourra avoir un impact sur nous-mêmes, mais il y a des choses dans la vie qu'on ne pourra jamais changer parce que ça ne correspond pas aux ondes qu'on peut envoyer, par exemple. Mais je pense que ça correspond surtout à ça, à la crainte que le cerveau humain a de quelque chose qui n'est pas palpable. Beaucoup de gens te diront, tu vois, cette fameuse devise de saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, tu vois. Oui, mais si tout le monde avait fonctionné comme ça, on serait encore à l'âge de pierre, en fait. C'est sûr. Tu vois, il y a un jour un mec qui s'est dit, hey, je vous explique, moi je vais vers un truc avec un fuselage et je vais faire des trucs comme ça, comme les oiseaux, ça va s'appeler des ailes. Allez, je vais dire ça s'appelle des ailes et on va partir de là et on va faire là et on va atterrir là-bas. Et les autres, ils ont dit, quoi? Tu veux faire un truc qui vole comme ça? Mais t'es fou, toi. Et personne n'a fait ça, en fait. Donc je t'explique, tu vas pas le faire. Et lui, il a dit, les gars, je vais faire un truc, ça va s'appeler un avion, ça va partir, ça va décoller. Et il l'a fait. Et quand il l'a fait, tout le monde a dit, oh bravo, oh, on savait, ouais mec, super, super. D'ailleurs, je vais en faire un moi aussi la semaine prochaine. Mais, Ah bah, une fois que c'est fait, mais en fait, c'est comme ça pour tout ouais, c'est sûr. dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est comme ça pour tout. Et je vous dis comme ça, là, je suis sûr que ça vous fait sourire peut-être de l'autre côté parce que vous vous dites, bah oui, c'est vrai. Mais dans la vraie vie, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Qui s'est jamais fait larguer? Tout le monde s'est déjà fait larguer. Ou, même si tu t'es pas fait larguer, t'as déjà largué quelqu'un. Donc en fait, il y a toujours cette notion de, ben oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Et oui, il y a un moment où tu n'y crois pas forcément. Mais est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Je ne suis pas certain. Donc moi, j'essaye de rester dans le palpable, mais de faire comprendre à mes coachés qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles que ce qu'ils imaginent avec leur conscience à l'instant T. Il y avait une étude là-dessus sur des possibilités. C'était une résolution d'exercice. Je crois qu'on l'avait fait faire à des adultes et à des enfants. Et les enfants avaient beaucoup plus de manières de résoudre l'exercice que les adultes. Parce que les adultes étaient très imbriqués. Ouais. C'était très étriqué au niveau mental pour résoudre les problèmes. Parce que le champ des possibles est diminué. Ouais, C'est parfois une bonne chose. Ça te permet d'être spécialiste dans un domaine où tu évolues. tout à fait. C'est parfois une très mauvaise chose parce que Les œillères, ouais, tu as des œillères dans tous les domaines de ta vie qui ne sont pas cette spécialité. bien sûr. Et ça, c'est dangereux, je pense. En coaching, c'est ce qu'on appelle les croyances. Et la règle des croyances, elle est très simple.
Elle dit: ma vie aujourd'hui, ma réalité, ma définition de ma réalité n'est dépendante que des filtres à travers lesquels je la regarde. Tu vas me décrire la fille la plus belle de ton imaginaire et tu vas persister et signer en bas, ça, c'est la meuf idéale pour moi. Si je fais la même chose de mon côté et qu'on compare nos deux résultats, il y a assez peu de chances pour qu'on arrive sur exactement la même personne. Tu vois? Qui a raison? Qui a tort? Il n'y a pas de question à se poser. On a simplement une vision différente. Et en fait, toute notre vie, on la développe autour de schémas préconçus liés à l'éducation, à notre éducation, liés à notre environnement, liés à notre expérience, qui vient renforcer ce système de croyance auquel on croit très fort. Tu vois? Et le souci du cerveau humain adulte, notamment, c'est qu'il est tellement perclus de croyances depuis des années, son expérience a tellement renforcé des trucs. J'ai très souvent ce cas de nanas qui me disent: putain, mais je tombe que sur des connards. Mais comment ça a commencé cette histoire? Je t'explique, tu sais qu'une fois, elle est tombée sur un connard. Continue. Tu vois? Et que la fois d'après, la deuxième fois, elle est retombée sur un connard. Et que la troisième fois, elle est retombée sur un connard. Et qu'à partir de la quatrième fois, elle s'est dit: ah, mais en fait, toute ma vie, je vais tomber sur des connards, en fait. C'est comme ça que ça va se passer, en fait. Toute ma vie, je suis faite pour être avec des connards. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Là-haut, elle a ouvert une case. Ma réalité égale je vis avec des connards. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour revenir sur la physique quantique? Bah, elle ne vit qu'avec des connards et elle ne rencontre que des connards. Mais en réalité, il ne s'agit pas du tout de... Enfin, justement, il ne s'agit pas du tout de la réalité. Il s'agit d'une interprétation qu'on s'est faite de cette réalité. Alors, Tu t'en sors? ça m'intéresse particulièrement ce que tu dis. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de performance. Ouais. Et je bosse pas mal maintenant, du coup, avec la neuro sur le coaching sportif. Et forcément, si tu as quelque chose qui marche dans un domaine, tu vas voir que forcément, ça marche dans beaucoup de domaines de la vie. Ouais. Ce qui marche dans le sportif marche évidemment sur tout le reste des domaines. Et du coup, c'est Julien Pinault, la première fois qu'il m'a parlé du système de prédiction. Et c'est vrai que maintenant, je le vois partout dans les cours que je fais, comme par hasard, maintenant, je le vois. Mais l'idée de la prédiction, c'est Carl Princeton qui parle de ça et qui reprenait les travaux de Schrödinger, qui avait écrit le bouquin Qu'est-ce que la vie? Et l'idée, c'était de déterminer justement à quoi sert la vie. Pourquoi la vie, elle est là. Mhm. Et Carl Princeton, c'est apparemment une des personnes les plus intelligentes de notre siècle. Et du coup, il intervient dans tout ce qui est intelligence artificielle, qui n'est pas son domaine de prédilection. C'est un mec qui est tellement intelligent que même les mecs les plus avancés ont des fois du mal à le suivre. Ok. Tout à l'heure, on parlait d'Elon Musk, mais là, on a affaire à quelqu'un qui est, voilà, pour certains, le Einstein de notre Des temps modernes, à nous. quoi. Ouais. Ok. Et ce phénomène justement de prédiction, on le rapporte au nerf vague également, tu vois, le fait d'avoir ce nerf vague et qui nous empêche de tuer ce qui sort du buisson, tu vois. Ouais. Au début, tu marchais, t'étais après un peu la préhistoire, tu voyais un truc sortir du buisson, bah tu le tuais, parce que c'était une menace. Puis après, bah, tu vois que dans la vie, elle estime que justement, si tu veux continuer à survivre, il va falloir être plusieurs. Donc tu ne veux pas tuer celui qui sort du buisson si c'est un des tiens. Du coup, maintenant, il faut savoir est-ce qu'il te veut du mal, est-ce qu'il ne veut pas de mal. Donc ça, c'était l'expression du nerf vague. Et il semblerait que tout notre cerveau se développe sur ce système de prédiction. C'est est-ce que la prédiction que je fais de ce qui arrive va être bonne ou pas. Et le cerveau déteste se planter sur la prédiction. À tel point que, pourquoi il déteste se planter? Parce que bah, justement, ça crée ce qu'on appelle une erreur somatique. Sans rentrer là-dedans, parce qu'après, c'est vraiment pointu pour ceux qui nous écoutent, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mais l'idée, c'est, de par les informations qui rentrent, si je suis bien développé, de par la visualisation que j'ai des choses, etc., si je suis bien calibré, c'est pour ça que je m'en intéresse au niveau sportif, eh ben, le geste rendu va être plus précis. Donc, il est plus proche de ma prédiction. Par exemple, je pensais toucher ce côté-là de la balle et je suis complètement à côté parce qu'en fait, j'ai pas les yeux qui convergent. Ça, c'est pour la neuro. Il y a un problème. En fait, tu fites jamais la prédiction, ça te coûte de l'énergie mentale, etc. Dans la vie de tous les jours, en fait, notre cerveau fait tout le temps des prédictions et pas seulement juste sur le côté sportif. Et le meilleur exemple que j'avais entendu, c'était Julien qui l'avait filé. Et c'était le fait que, en fait, dans la vie, tu as 3 moyens. Soit tu changes ta perception de ta prédiction, soit tu changes l'environnement,
où soit bah, tu vas minimiser ce qui t'a amené à cette perception. Mais en gros, c'était cette fille-là, qui a connu que des connards dans sa vie. Le jour où elle rencontre un gars bien, il y a plusieurs cas possibles. Mais la majorité du temps, au début, elle y va, et puis elle se rend compte que c'est un mec qu'elle aime bien, et elle, chaque fois qu'elle a eu des mecs qu'elle aimait bien, ça s'est toujours fini par être des connards. Et ben soit elle va se dire, là il y a un problème, je dois me réinventer, je dois retourner sur ce qui s'est passé dans le passé, parce que ça ne fit pas du tout mes prédictions, et je dois comprendre que je me suis trompé de prédiction, ce qui est le cas qui serait le plus bénéfique pour elle, mais c'est le cas le plus rare, parce qu'on déteste se planter. Bien sûr. Ou alors, elle va se persuader que c'est un connard, et elle va le lâcher. Ou alors, elle va avoir une attitude, et là tout à l'heure on parlait de physique quantique, et tu vois ça rejoint ça, l'attitude qui fait qu'un jour ou l'autre, le type va passer pour un connard parce qu'elle a une attitude exécrable avec lui. Alors que la possibilité que ce mec fasse cet acte ou que cette fille fasse cet acte, ça va dans le sens inverse, aurait été infime si elle avait bien agi. Donc en gros, elle va changer son comportement par rapport à la prédiction pour rendre la prédiction vraie. Tout à fait. C'est exactement ce qu'on trouve dans les personnes qui ont des biais avec les problèmes de nourriture et les problèmes de comportement. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de mal, j'ai passé une journée de merde, comment je peux accepter cette journée de merde avec ce patron que ça fait 300 jours que j'ai envie de tuer? Bah, je vais me prendre un brave pot de glace et je vais me faire plaisir et je vais diminuer tout ce que je ressens par rapport à cette journée et je repars sur la prochaine journée. Donc comment tu gères ça par rapport à ces problèmes, bah, comme cet exemple de cette fille qui a rencontré que des connards? C'est hyper intéressant parce que ça rejoint beaucoup, et si je revulgarise un petit peu tout ça, t'en as très bien parlé, tu vois, tu m'as fait découvrir des trucs, mais ça me fait énormément penser à la peur, ce que tu me dis. Pourquoi? Parce que la peur, c'est absolument pas palpable. La peur est une projection par définition. La peur n'est pas à l'instant présent. Personne n'a peur tout de suite maintenant. Personne. Quand tu te fais agresser par quelqu'un dans la rue, que tu as un couteau là, t'as pas peur de là tout de suite. Tu as peur du couteau qui pourrait rentrer dans ta gorge. Donc, toute notre vie et toutes nos craintes, elles sont liées à une projection qu'on se fait d'une situation qu'on n'a pas envie de revivre parce que émotionnellement, elle ne nous met pas dans de bonnes prédispositions. Cette meuf-là dont on parle depuis tout à l'heure, imaginaire, elle prend cher d'ailleurs. On lui trouve un prénom, mais c'est vrai. j'ai pas envie d'avoir encore un dislike sur la vidéo. Mais tu vois, cette nana-là, en fait, elle craint de revivre une nouvelle rupture violente. Elle craint de revivre une nouvelle histoire vouée à l'échec. Elle craint de revivre encore une confrontation face à elle-même où elle se retrouve, encore une fois, trompée et du coup de nouveau célibataire et malheureuse. Et du coup, pour ça, elle se justifie à l'intérieur, hein, c'est-à-dire qu'elle en vient à encore une fois confirmer ses croyances, ce que je disais tout à l'heure, en te disant non, ça là, c'est un connard, c'est sûr et certain, donc j'y vais pas. Ou alors à l'inverse, non, ce mec n'est pas un connard, donc j'y vais. Et boum, elle retombe dans le panneau à chaque fois. Mais parce que ce système de crainte et de prédiction, justement, notre cerveau adore ça, en fait. Notre cerveau est friand de ça, notre ego adore ça. On entend beaucoup de gens qui disent « essayer de vivre l'instant présent ». Et ça veut dire ça, en fait. Vivre l'instant présent, ça veut dire pour une fois lâcher son mental, lâcher cette partie de notre cerveau qui passe son temps à imaginer ce qui pourrait arriver si. Et en arrivant à faire ça, c'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens qui arrivent à rentrer dans un état méditatif arrivent à faire, c'est que quand tu es dans un état méditatif, tu es tout de suite maintenant ancré à l'instant présent. C'est-à-dire que tu peux avoir des pensées, mais tu ne t'y accroches pas, tu les vois passer. C'est un peu ça, si j'en parle très, très brièvement, la définition de la méditation. Et pour le coup, ça c'est un ancrage qui n'est basé que sur l'instant présent. Et c'est très intéressant, d'ailleurs il y a beaucoup d'études sur la méditation qui sont très, très intéressantes. Mais bref, on ne va pas parler de ça, mais voilà, c'est tout ça pour dire que notre vie, elle est générée par ça en fait. La crainte ou l'excitation liée à une émotion qu'on n'a pas envie de revivre ou qu'on a envie de revivre. C'est tout. Toute notre vie, elle est générée par ça. Pourquoi tu n'as pas envie de revivre ce moment où tu as loupé ton essai, ta transformation plutôt en demi-finale d'un championnat important? Et parce que
tu t'en es voulu à mort après parce que tu as eu la sensation que ton monde s'écroulait, parce que tes potes, même bienveillants sur le coup, ils ont dit putain, tu vois. Et en fait, pour toutes ces choses-là, on a peur de revivre cette émotion. Et c'est ce qui fait qu'au match d'après, on peut se retrouver devant le ballon et se dire what? Et si ça se reproduit? J'ai tellement pas envie de revivre ça. Et c'est là que le mental, la préparation mentale, ou en tout cas la réflexion sur soi, elle est importante. Si en amont, je réfléchis à toutes ces choses-là, je désamorce ces craintes, ces peurs, et boum, bizarrement, là, ton coup de pied, il passe entre les poteaux, tu vois. Donc mais tout est lié. On parle de sport, mais on pourrait parler on peut parler d'histoire d'amour, on peut parler de carrière pro, on peut parler de famille, d'amis, de relations, de n'importe quoi. Ça marche avec tout, tout le temps, tout le temps. Donc, l'idée, c'est pas de se couper de ses émotions, évidemment, et c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est malsain. C'est impossible parce qu'on est abreuvé des émotions H24, et c'est malsain parce que c'est passé aussi à côté des bons moments. C'est pas l'idée. Et l'idée, c'est de se dire, ok, là, je suis en train de mal vibrer. C'est un terme que j'adore. Je suis en train de mal vivre un moment. Quelle est l'émotion qui est liée à ça et comment je pourrais faire pour que ça se reproduise plus. Ça, c'est intéressant pour moi. C'est productif, tu vois. Quelque chose qui nous emmène de l'autre côté, qui nous emmène plus loin que simplement ce truc auquel je suis habitué depuis toujours là. Est-ce que tu médites? Ouais, j'essaye. C'est très difficile. Ouais. C'est très difficile, même pour moi, tu vois, je dirais même pour moi. C'est très difficile pour moi parce que je réfléchis énormément dans le quotidien. Je passe très rarement de temps à ne pas cogiter, tu vois. Okay. Mais je le fais en conscience et je le fais parce que ça me fait du bien aussi, tu vois. Je ne rumine pas, tu vois. C'est pas un truc de je réfléchis pour me donner une contenance ou parce qu'il y a un problème. C'est que je réfléchis à développer des trucs, à tu vois, trouver des solutions, voilà, ce genre de trucs. Mais oui, la méditation, ça devient de plus en plus simple. Mais ça me demande encore je suis encore très concentré sur ok, il y a une idée qui arrive. Damien, on s'est dit qu'il fallait la laisser passer, donc laisse-la passer. Tu vois, ça me demande encore une gymnastique. Ouais. Alors que j'ai des potes qui se mettent en mode boum. Et là, ils réouvrent les yeux au bout d'une demi-heure, ils font oh putain, c'était terrible. Moi, je vais pas dormir cette nuit, du coup, pas la peine, tu vois. Ouais. Et je suis ahuri quand je vois ça. Tu vois. On est sur un niveau. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc pour le coup, tu vois, on parlait de routine tout à l'heure. Ben, ça rentre un peu dans mes routines. Pour l'instant, je me force encore un peu à le faire parce que je sais que ça peut me faire du bien. Parce que tu vois, la motivation que j'en ai pour les bienfaits que ça va me procurer est plus forte que le move de le faire. Okay. Et du coup, ça me motive à aller de l'avant. Mais c'est en fait, c'est ce qu'il faut toujours chercher à faire. Pourquoi je refais pas mes plaintes de l'appart? Mais parce qu'en fait, je les vois pas jamais. Donc en fait, le ratio de bonheur que ça va me procurer, il est faible. Par contre, le ratio d'emmerde, il est relou de ouf, il est énorme. Il faut que j'aille chez Leroy Merlin, acheter des plaintes, acheter de la colle, que je passe du temps par terre, que je déménage tout mon salon, que j'appelle des potes pour m'aider à être... Et en fait, c'est pour ça qu'on passe jamais à l'élection. Raph aurait dit, il sait aussi faire des plaintes. Il sait aussi faire des plaintes. Tu vois. Alors, c'est drôle parce que justement, le pote qui m'a initié à la neuro, Matt Boulet, c'est un Canadien, et lui, il a un truc qui s'appelle Fuck Méditation. Parce que, ouais, c'est très cool parce que l'idée, c'est... est-ce que ton système est déjà intégré et optimal pour réagir à la menace? Parce qu'on parle de menace en fait liée aux éléments extérieurs et qui va justement diminuer, augmenter notre tonus par rapport au parasympathique, au sympathique, du moment qu'on soit dans une position de repos total. Est-ce que ton corps a accès au repos total? Ou alors, il y a toujours des désagréments qui vont pas dans ton corps et justement des choses qui vont créer beaucoup d'erreurs somatiques. En tout cas, voilà, tu n'arrives pas à digérer, tu as des choses qui ne se passent pas bien. À l'inverse, dans l'input, c'est comment tu prends les informations. S'il y a plein de choses qui sont défectueuses, par exemple, tes yeux ne marchent pas bien, ton tactile ne marche pas bien, c'est ce qui crée, c'est ton premier rapport à la vie de tous les jours. Quand tu nais, c'est comment tu vas pouvoir attraper les choses, parce que c'est ce qui va te permettre de survivre, parce que c'est ce qui va te permettre d'attraper le sein de ta mère, la lèvre qui va permettre de sucer le sein de ta mère, et les pieds qui vont commencer à être en contact avec le sol. Si ces parties tactiles-là n'ont pas été assez développées, elles vont créer justement une baisse de la précision de ce qui va en ressortir au niveau musculaire, et toutes ces choses-là vont changer le tonus de base qu'on a, donc ça va amener des gens vers des mauvaises positions, ça va amener des gens avec des différences cardiaques entre droite et gauche, parce que ça change tes qualités de pulsatile au niveau cardiaque, ça change le retour sanguin au niveau des veines, etc. C'est incroyable tout ce que ça peut modifier dans le corps humain, tout ce qu'on ne bonifie pas à l'enfance. Et son truc, c'est de dire, moi j'ai des personnes qui viennent dans mon cabinet et elles sont aigries.
et elles sont aigries parce que physiquement, il y a quelque chose qui est complètement à la ramasse. En fait, elles le voient pas, mais ça leur coûte tellement d'énergie de rattraper les déséquilibres qui sont créés sans s'en rendre compte qu'elles n'ont aucun accès. Et en fait, c'est prouvé parce que c'est les mêmes sphères du cerveau qui gèrent la motricité et qui gèrent le cognitif. Donc l'émotionnel est forcément frappé par ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est marrant que tu viennes du côté sportif, dont peut-être les sportifs ne se rendent pas assez compte, c'est à quel point le physiologique peut atterrir sur l'émotionnel, mais d'un autre côté, à quel point l'émotionnel peut altérer tes capacités physiques. C'est incroyable. Ça, c'est autant l'un est vrai, éprouvé, mais autant l'autre est vrai aussi, éprouvé. C'est que tu peux passer à côté de matchs, tu peux te flinguer tes performances juste parce qu'en haut, ça cogite pas rond, quoi. Bien sûr. Ça va pas là-dessus. Ah, c'est très juste. C'est vraiment très juste. Mais tu vois, la méditation, je la vois de deux manières, en fait. Ouais. Un peu comme le sport, finalement. Tu vois, il y a deux axes pour moi. La méditation, c'est... Je veux juste te dire qu'il parle de méditation parce que pour lui, en fait, c'est le dernier stade de l'homme. C'est quand si tu regardes ta pyramide de Maslow, c'est OK, est-ce que tu t'es bien développé, tu manges bien, tous tes fonctionnements marchent bien. Maintenant, boum, on s'éveille. Tout à fait. Alors que souvent les gens cherchent à s'éveiller parce qu'en fait ils veulent rattraper quelque chose qui ne marche pas à l'étage en dessous. Eh ben, tu vois, c'est là que je suis complètement d'accord avec cette théorie. C'est d'ailleurs un des deux points que j'avais envie d'aborder. Donc pour l'aborder d'ailleurs tout de suite, la méditation dans ce stade-là, quand tu es en paix avec toi-même entre guillemets, quand tous les différents moments de vie ou les différents domaines de vie sont à peu près comblés, tu peux te permettre d'aller chercher justement ce petit truc en plus qui te permettra d'atteindre un idéal de vie, quelque chose que tu n'aurais pas forcément réussi à obtenir en ne le faisant pas. Mais la deuxième approche, qui est évidemment moins puissante, mais qui n'est pas selon moi non plus à négliger, c'est une dynamique non pas d'élévation, mais d'exutoire. Okay. Et en fait, je pense que la méditation, un peu comme le sport pour beaucoup de gens, va pas forcément permettre de devenir Usain Bolt, mais va permettre de décompresser la soupape. Et qu'on le dise ou non, évidemment, ça ne règle pas les problèmes, mais ça permet de désengorger les tensions. Et en fait, moi, je visualise aussi la méditation comme un moment où on se fait du bien à l'instant T. Et de par définition, il n'y a pas de mal à se faire du bien, en fait, tu vois. Et à ce moment-là, quand tu te fais du bien et que tu enlèves des tensions de ton quotidien et qu'après ta méditation, tu te sens mieux et que bizarrement, les tensions avec ta femme ou avec ton taf, elles sont plus abordables, il ne faut pas s'y reposer, encore une fois, parce que ça ne résout pas le problème. Mais je peux comprendre vraiment l'intérêt, tu vois, bien sûr. Un peu comme le sport. Ouais. Mais en effet, la méditation, comme on l'entend d'un point de vue ésotérique pur, emmène une personne d'un stade de conscience à un autre stade de conscience, à quelque chose de plus grand que lui, que nous, en fait. Ouais. Donc, mais ouais, je suis tout à fait, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui t'intéressent, auxquels tu commences à t'intéresser un peu plus, maintenant que tu es dans le coaching mental, le développement personnel? Est-ce qu'il y a des trucs où tu dis, oula, ça c'est forcé, j'irai y jeter un coup d'œil? Je suis pas sûr de pouvoir te répondre comme ça. Je crois que j'adore les trucs très ponctuels. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup pendant le confinement des sessions de coaching gratos sur Instagram. C'est des heures où je faisais des lives et où j'avais 80 personnes qui nous regardaient, 100 personnes. C'était même hyper suivi quand je faisais avec une influenceuse un peu connue. Et en fait, quand je soulevais des points chez mes coachés à l'instant T, qui étaient face à moi là, et ben à la fin du coaching, je me disais, ah putain, on a dit ça quand même, c'était chambé. Et à ce moment-là, je fais la recherche à ce niveau-là. Enfin, tu vois, je retourne dans mes bouquins de cours, je vais chercher, je vais lire un article ou deux sur le net, je vais regarder sur, tu vois, s'il n'y a pas un bouquin qui parle de ça, tu vois. Je suis très peu lecture d'ailleurs, ça c'est assez rigolo, mais je lis très très peu. Et c'est peut-être un tort, peut-être que ça viendra, tu vois, mais je me nourris énormément et depuis toujours de ce que je vis en fait. J'analyse beaucoup ce que je vis. Et ce qui m'a fait rire très souvent, c'est qu'il y a parfois, je me suis retrouvé à voir une situation, à l'analyser, à m'en faire un petit schéma et à retrouver ce schéma-là dans un bouquin ou dans un truc plus tard en disant « Ah, mais c'est fou, quoi, comme quoi. » Ben, je dis pas que... Enfin, je pense que de lire m'apporterait vraiment encore plus d'ouverture, encore plus de choses. Je n'arrive pas encore à m'octroyer du temps, tu vois, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut que je travaille chez moi.
J'arrive pas à m'octroyer du temps là-dessus, là où je vais pouvoir dévorer des contenus hyper productifs ou hyper inspirants sur YouTube, par exemple. Ok. Tu vois, je suis très consommation passive comme ça. Ok. Les vidéos, les machins, je peux en manger des heures et des heures d'affilée. Ouais. Là où le truc proactif du lire, du bouquin, je sais pas, ça me gêne encore un peu. Voilà, écoute, c'est... Tout ce qui est rapport au magnétisme, etc., par rapport à ton premier mentor, J'adore. ça vient à l'esprit? Ouais. Ouais, je suis fan. Ouais. Enfin, je suis fan. C'est-à-dire que pour avoir aussi des petites appétences, moi aussi, à force d'avoir lu du coup quelques articles dont je te parlais et d'avoir regardé des trucs et d'avoir expérimenté avec ce mec, dans la formation dont je sors, Serenity, on en fait un petit peu aussi de magnétisme. En tout cas, on comprend un peu le système et le fonctionnement, et du coup, il nous propose de tester ça. Et du coup, de façon complètement avec beaucoup d'humilité et sans trop savoir si ça allait marcher, mais avec quand même un petit peu de certitude. Un jour, je vous jure que c'est une histoire vraie, hein, ma mère me dit, elle s'est faite rupture des croisés au ski, peu importe. Elle avait des douleurs un peu lancinantes qui arrivaient, etc. On était autour de Noël. Et je dis, écoute maman, il y a peut-être rien qui va se passer. Viens, on le tente. Et au pire, j'ai passé un quart d'heure avec mes mains sur tes genoux. Et au mieux, ça va mieux. Et j'ai fait un petit exercice, je ne sais même plus le nom de cet exercice. C'est un exercice qui est lié à la cohérence cardiaque, où tu te focalises, mais du coup, tu sens quand même un vrai courant électrique dans tes mains, une vraie source de chaleur. Et elle est sortie de ce truc en descendant les escaliers face à la pente, alors qu'elle était montée en mode chasse-neige, tu sais, genre un pied après l'autre, en mode je ne peux pas plier la jambe, ou quand je la plie, j'ai des douleurs et tout. Et elle m'a dit, je n'ai pas compris. Et moi non plus, du coup, j'ai pas su répondre à ça. Je lui dis, je sais pas non plus ce qui vient de se passer. Mais force est de constater que sans rien t'avoir dit avant, donc c'est même pas un truc justement psychosomatique, tu vois, sans rien t'avoir expliqué en amont, en faisant ça, ça va mieux et c'est toi qui me le dis. Ok. Et du coup, je me suis dit, bon, ok. On en a parlé un petit peu du coup après ce truc-là. Elle m'a appris que j'avais un grand-père qui était sourcier. Ok. Et du coup, qui en Bretagne s'amusait il était payé par des gens pour aller dans des champs et trouver des nappes phréatiques. Et du coup, il trouvait des bâtons et il disait là. Les bâtons Y là. Ah, bien sûr. Bâton Y, vous, 3,30 m, vous creusez là. Les mecs creusaient à 3,30 m, là, il y avait une source. Truc de ouf. Et du coup, je me dis, bah, il y a peut-être un truc un peu génétique, j'en sais rien. Même si, et je crois que pour le coup, je me trompe pas là-dessus, le magnétisme s'apprend. Yes. Le magnétisme s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné. Il peut y avoir des appétences innées chez les gens, mais le magnétisme s'apprend. Ne serait-ce que parce que, comme je disais tout à l'heure, on est entouré d'énergie en fait. La physique quantique, l'énergie qui nous entoure et qui nous constitue est identique chez tout le monde. Certains ont plus de prédisposition que d'autres, mais encore une fois. Donc oui, j'adore ça. Okay. Ça pour le coup, j'ai acheté des bouquins qui sont en train de prendre la poussière, mais ils sont là, je les ai. Ok, c'est quoi? C'est magnétisme? Il y en a d'autres? Non, je vois pas trop magnétisme. La quantique, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse de la vulgariser en fait, de faire, comme je disais, de faire prendre conscience aux gens de tout ce qui nous entoure à l'instant T et quel lien ça peut avoir avec leur système de pensée. La PNL, j'aime beaucoup, évidemment. Et puis, non. Si tu devais conseiller 3 bouquins à des gens qui nous écouteraient. Je te dis, je dis pas grand chose, mais s'il y a des petits bouquins des vidéos, un peu sympas, ouais. Mes vidéos à moi, très sympa. Le mec s'est fait de la pub. Yes, mais j'ai une chaîne YouTube. Ouais, où est-ce qu'on peut retrouver tes vidéos? Ouais, j'ai une chaîne YouTube. C'est pas une blague pour le coup. Damien Noël Coaching, très simple. J'ai une page Instagram, Damien Noël aussi. Et puis voilà, c'est à peu près tout. J'ai un site internet, damiennoël.com, où on peut retrouver plein de choses. Il y a plein de liens en fait. Quand on retrouve des petites informations à droite, on les retrouve un peu plus denses à gauche. Il y a sur YouTube, c'est vraiment des formats assez longs, d'une heure ou plus, où je parle de plein de choses, etc., sur des thèmes précis ou non d'ailleurs. Mais non, pour au-delà de faire ma promo, parce que c'est pas trop l'idée, mais les petits bouquins qui me placent bien, je me souviens avoir lu un livre de psychologie qui m'avait quand même beaucoup bouleversé à l'époque où j'étais en STAPS. C'est un petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. J'avais trouvé ça très puissant. Je ne sais plus de qui c'est, mais voilà, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Il m'avait bien marqué parce que je me suis dit, attends, en fait, c'est comment obtenir en gros de quelqu'un ce que tu veux de lui sans que ce soit malsain, en fait, sans avoir la sensation de l'avoir entourloupé, quoi. Ouais. Ça, c'était assez chouette. Imparfait, libre et heureux, ça c'est un petit bouquin qui se lit très très bien aussi. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu
Ah oui, L'art subtil de s'en foutre, c'est très rigolo aussi. C'est des bouquins d'éveil au dev perso qui, moi, me parlent un peu, tu vois. Ryan Holiday. Non, c'est pas. Je sais pas du tout te dire. Couverture orange, tacheté de noir. Je sais plus trop te dire. Trop vite, Ça se lit très vite et c'est abreuvant. C'est un truc où tu finis les 4 accords Toltec, le 5e accord Toltec. Je trouve que c'est intéressant aussi à prendre, encore une fois, avec des pincettes, mais dans une dynamique de vulgarisation du dev perso, je trouve ça très intéressant, tu vois. Qu'est-ce que ça dit, en gros, voilà, la parole. Bon, bref. L'ego, on retrouve beaucoup l'ego aussi dans son. Bien sûr. Son ouvrage. Ouais, tout à fait. Je connais pas une personne qui a pas aimé les 4 accords Toltec. Ouais, c'est chouette, hein. Ouais. C'est chouette. Et puis après, il y a beaucoup de vidéos. Moi, que je te dis, je suis très vidéo, j'adore. Mais j'adore même En fait, moi, je suis fasciné par les compétences humaines. Je suis fasciné. Un Willy George me fascine. Okay. Tu vois, je comprends. En fait, je comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui me dépasse. Il y a. J'ai eu beau avoir eu un bon niveau dans du sport, j'ai beau être crossfitter et me défendre dans cette discipline. Il y a des trucs où tu te dis c'est ouf comment on peut faire ça, bien sûr. Ouais. Et en fait ça c'est duplicable à tout. Un mec qui est capable de te faire un gâteau incroyable et avoir une étoile Michelin alors qu'il a fait ça 1 heure dans sa cuisine, je comprends pas. Enfin tu vois, quand je comprends pas, je dis évidemment je comprends, mais je suis fasciné. Je pourrais passer des heures avec ce mec à écouter parler des gens. Et du coup dans cette même dynamique, j'adore Gary Vaynerchuk par exemple. Gary V sur Insta, gros compte, un investisseur de génie qui a commencé à vendre du vin sur internet dans la boutique de son père, qui a fait une chaîne YouTube, qui a commencé à faire des ronds, et puis un jour il s'est dit mais attends, j'ai un mindset un peu particulier, puis il a commencé à faire des conférences et aujourd'hui c'est incroyable, ce mec est fou. Ouais. Il est fou et justement lui pour le coup inné. C'est-à-dire que tout est complètement. Enfin, il a jamais ouvert un bouquin de dev perso. Il est juste fort naturellement. Tu vois, c'est incroyable. Yes. Ces mecs-là me fascinent. Voilà, c'est ça, mindset pur. Tu vois. Willy, on parle de Willy, c'est pareil. Quand Willy te dit, j'ai pas eu de coach, j'ai pas pris de cours d'haltérophilie, blablabla. Ok. Exactement. C'était fait pour ça. Voilà, la même veine. Tu vois, ces gens un peu comme ça, lunaires. Tu comprends pas pourquoi. Et comment un Roger Federer. Oui, bien sûr qu'il s'entraîne énormément. Mais il y a une patte innée en fait. Tu restes pas 12 ans au top niveau s'il n'y a pas une prédisposition en amont. Tu vois, il faut accepter ce truc-là. Tu vois, il faut accepter qu'on ne sera pas tous les rois du monde. Et peut-être qu'on le sera même jamais dans aucun domaine dans notre vie. Mais c'est pas grave, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, ces gens-là me fascinent. Et j'aimerais passer 1 semaine à côté de Roger Federer comme ça et le regarder. Comme ça, tu vois, rien faire. Manger, ok, à quel moment il s'entraîne? Il est 14h12, mais il n'est pas allé avant, c'est bizarre. Ok, il a fait que des coups droits cette session, je comprends pas. Tu vois? C'est drôle ce que fasciné, tu dis. En fait. J'ai eu la même réaction. 3 fois, ces 2 dernières années, il a été question d'aller aux Games pour accompagner le patron. Le patron, c'est Daniel Chaffet, forcément, c'est Reebok CrossFit Louvre, les French Rodin. Et à chaque fois que la question venait sur la table, parce qu'il partait pas seul, il partait avec 2 ou 3 personnes de la salle. Et toi, ça t'intéresse? Je dis non, ça m'intéresse pas du tout. Et par contre, j'étais toujours le premier à parler des vidéos qu'avait sorti Ebert Cannon sur Road to the Games, parce qu'on voyait les mecs chez eux. Et ça me passionne. Moi, j'aime bien être sur le côté et regarder qu'est-ce que font les types. Pareil, de la même manière, comment ils s'entraînent, qu'est-ce qu'il fait, à quoi ça ressemble ses entraînements, comment il calcule ses entraînements, qu'est-ce qui lui vient dans la tête. Comment il pense, tu vois. Ouais, comment il pense, son mindset, qu'est-ce qu'il y a derrière cette personne-là. C'est passionnant. Ouais. Et c'est un peu pour ça que le podcast a été créé, c'était pour aller chercher comme ça les trucs dans la tête des gens et pouvoir l'offrir au grand public. Terrible. Mais en tout cas, je suis bien content qu'on ait eu l'occasion de t'avoir sur le podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La même chose. Enfin, je veux dire, ma vie est géniale. Là, j'en parle pas j'en parle pas dans les airs, quoi. Enfin, je suis un homme vraiment heureux dans la vie. Ouais, t'es pas le motivational speaker qui est en dépression depuis 8 ans, parce que ça existe. Hein. Bien sûr, ça existe, bien sûr, j'en ai côtoyé. Ouais. Enfin, bien sûr, j'ai des coachs avec lesquels j'ai passé ma formation qui aujourd'hui sont. C'est compliqué pour les gars. Des mecs qui peuvent te faire lever dans une salle et qui sont en dépression la moitié de l'année. Enfin, bien sûr, tout à fait, ouais. Non, mais là, moi, j'en parle en complète conscience. Enfin, je suis complètement OK et je n'attends de personne une validation. Enfin, tu vois, je m'en fous, quoi. Il y a un truc de. Je le vis, quoi. Je n'ai pas besoin de quelqu'un ou de quoi que ce soit d'autre. Quelque chose de très personnel et très intrinsèque. Donc non, on peut me souhaiter de continuer à vivre cette vie géniale, de continuer à développer justement cette branche du dev perso qui me passionne et qui me fait vraiment vibrer très fort.
du coup de développer un business au-delà de l'aspect financier, parce que oui, j'ai envie d'avoir une belle vie, de continuer à avoir une belle vie avec ce travail, mais pourquoi pas avoir une sorte de pouvoir encore plus important, pas pouvoir pour moi, mais je veux dire de participer à l'évolution des consciences générales, et ça participerait peut-être, ça partirait peut-être par le fait de former de nouveaux coachs, le fait de prodiguer des nouvelles méthodes, voilà, tu vois, on parlait rapidement de David Laroche tout à l'heure, et j'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est pas quelqu'un que je suis tous les jours, parce que je suis pas personnellement touché par son contenu, en tout cas pas par tout son contenu. Mais force est de constater qu'il rend des gens heureux. Et en fait, moi, ça suffit. Mais c'est comme un... C'est point, tu vois. Il y a un point à cette phrase. Tu vois, il y a des coachs, je vais pas la citer, mais il y a une nana que je déteste vraiment très fort dans le coaching. En plus, je pense que c'est physique, tu vois. Enfin, on se côtoie, on s'est côtoyé, on se etc. déteste. Ouais, enfin, elle, je sais même pas, mais moi, il y a quelque chose chez elle qui m'exècre. Ok. Force est de constater qu'elle est suivie par je sais pas combien de milliers de personnes et qu'elle fait du bien aux gens. Et ben ça, je lui enlèverai jamais. Et rien que pour ça, même si je peux pas la blairer physiquement et personnellement, elle a toute mon admiration, tu vois. Ouais, mais c'est des trucs comme ça. On parlait de David tout à l'heure, et David Laroche, pour des raisons personnelles que je ne peux énoncer. Non, je rigole. Mais si tu regardes ses vidéos d'avant et ses vidéos de maintenant, le mec est quand même capable d'allumer une caméra, de parler d'un sujet, et sans sourciller, il peut t'en faire 1 heure à 1 heure et demie. Bien sûr, ouais. Et sincèrement, pour avoir vu son démarrage, waouh, ça c'est du boulot. Genre, mec, je connais peu de personnes, je connais beaucoup de personnes qui seront capables de dire ouais, mais ça c'est pas cool, ouais, mais ça, de trouver tous les petits trucs qui leur vont pas. Je connais très peu de personnes qui sont capables d'allumer la caméra et de dire ok, je vais parler d'un sujet 1 heure et demie, on est parti, boum, ou 1 heure, ou 30 minutes, même essayer 15 minutes sans bugger, sans faire essayer, et on en reparle. Et ça, franchement, pour moi, c'est inspirant. Ah, tout à fait. Ouais. Et quand tu vois un type d'où il part et qui est capable de remplir une salle dès qu'il vient à Paris, etc., forcément, il a tout mon respect. Enfin, c'est ça. Et, tu vois, et puis en plus, ça te force à te bouger, parce que tu te dis, ok, si lui, il a réussi, mais attends, si lui, il a réussi, c'est d'un coup, c'est plus palpable. C'est beaucoup plus palpable. C'est pas un Tony Robbins que tu as vu au top et tu sais pas ce qu'il y avait avant. Et en fait, c'est justement le point, tu vois, que je voulais dire, je pense que c'est peut-être un truc avec lequel on va finir, mais c'est que je suis passionné aussi, presque, et surtout même, par Monsieur Tout-le-Monde, en fait. Moi, c'est ça qui me rend ouf. Je passe des soirées avec des gens qui me racontent leur vie, et je me dis, mais comment c'est possible d'avoir réussi à être aussi content, heureux, joyeux aujourd'hui et épanoui, alors que tu as traversé l'Everest 14 fois par le centre, quoi. Non mais tu vois, quand on peut pas, à ce moment-là, on peut pas arrêter on peut pas s'empêcher de se comparer, de se dire, putain, mais ma vie, j'étais sur une vague du début. Alors oui, parfois il y avait de l'écume, des remous, mais je suis tombé un peu, mais je me suis rattrapé à la planche, mais j'étais dans la flotte en fait, tu vois, ça va. Lui, il a marché sur les mains, sur un volcan, tu vois. Et tu te dis, mais what? Et en fait, ce mec-là, à ce moment-là, je me dis, ouais, ok, ça, inspiré. Et puis en plus, tu sais jamais à qui tu parles, genre. Bien sûr. Waouh, il y a des histoires humaines, des fois, tu dis, ouais, moi j'ai douillé, ou moi j'ai ci, moi j'ai ça. Waouh, tu sais jamais à qui tu parles en termes d'expérience humaine. C'est ça. Dame, on va se quitter là. Allez. On a fait quand même 2 heures de podcast. Ouais, c'est vrai. Bon courage les gars pour vous continuer, mais vous pouvez vous le faire en plusieurs. Vous avez le droit d'aller boire des coups. En plusieurs parties. Ouais, ça réouvre en terrasse déjà. On peut les faire en terrasse. C'est vrai. J'aimerais qu'on remercie notre caméraman Camille. Ouais, merci Cam. Au pied levé, le mec est venu nous aider comme ça parce qu'on avait un problème de caméraman, donc merci beaucoup. Il a un biceps énorme. Ouais. Là, du coup, il est en congestion max. Tam, du coup, merci pour ton temps et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci JM. Et bon podcast à Raph aussi qui écoutera la deuxième partie. Ouais, carrément. Yes. Ciao les gars. Salut. Ciao.